Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve comme chaque mercredi soir dans le cadre de la Nuit du Sport sur STV. Dans la première partie de cette émission ce soir, on va faire la part belle à quelqu'un qui fait partie intégrante de l'histoire du football de notre pays. Il a fait ses classes ici à Douala avant de s'envoler pour l'Europe. Vous l'avez vu sous les couleurs de Lille en France, Galatasaray, Istanbul, Başakşehir, entre autres du côté de la Turquie. Mais à côté de ça, il a également porté les couleurs du Cameroun. Champion de France en 2011 et vainqueur de la Coupe de France la même année avec Lille. Champion de Turquie avec Galatasaray en 2015 pour ne citer que ces titres. Avec le Cameroun, il a disputé 2 Coupes d'Afrique des Nations, 2 Coupes du Monde, les Jeux Olympiques aussi. C'est un parcours assez impressionnant. Récemment, il a donc décidé de raccrocher les crampons. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau et en direct, Monsieur Aurélien Chedjou. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci en tout cas d'être là ce soir avec vous. On va évoquer votre nouvelle carrière, si on peut le dire ainsi, après le foot sur le terrain, vos meilleurs, vos mauvais souvenirs aussi, forcément, et il y en a. Nous avons également donné la parole à quelques fans de football, des gars qui vous ont suivi tout au long de votre carrière. Ils vont nous dire ce qu'ils pensent de vous et à ajouter à cela un témoignage inédit qu'on va vous proposer de regarder tout à l'heure. Aurélien Chedjou, je ne vous dis pas qui c'est, vous allez découvrir. Un plateau avec moi également, d'autres invités. Pierre-Laurent Tamon, lui, il est expert comptable et consultant sportif très bien connu des milieux de foot. Pierre-Laurent, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation également. Merci d'être là. À notre confrère Janvier Dicam, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Je crois que c'est la première fois que vous venez dans cette émission. Janvier, bonsoir. Bonsoir, c'est la première fois que je viens dans vos studios. Je suis très content d'être ici. C'est vrai, depuis un certain temps, il ne fait pas très chaud à Douala. Depuis quelques jours, je me rends compte que le climat est plutôt doux. Nous sommes habitués en tout cas. On va rappeler que vous êtes journaliste, vous avez couvert de nombreuses Coupes d'Afrique des Nations, de nombreuses Coupes du Monde, bref, les grosses compétitions sportives. Bon, Aurélien Chedjou, forcément, c'est un visage que vous connaissez très bien. Ouais. Impossible de toute façon de ne pas le connaître. Et actuellement, vous êtes directeur de publication du magazine panafricain Frontières d'Afrique. Ouais. Ça va bien de ce côté-là aussi? Oui, ça va. Nous avons une version électronique qui fait son bonhomme de chemin. Et nous sommes en train de monter d'un cran pour pouvoir offrir à nos lecteurs quelque chose d'assez beaucoup plus étoffé avec tout ce qui se passe du côté du Proche et Moyen-Orient, avec l'approche de la Coupe du Monde du côté du Qatar. Oui. En plateau, un autre expert, cette fois un expert en communication et en marketing. Guy Thomas Épée, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir Aurélien, bienvenue sur le plateau. On va dire qu'en seconde partie de l'émission, on va parler de foot professionnel au vu un peu des rapports quelque peu tendus entre le Conseil transitoire de football professionnel et la Fédération camerounaise de football, les joueurs, pourquoi le foot professionnel est-il toujours en difficulté. Forcément, on va évoquer les facteurs liés à la communication, liés au marketing, liés aux finances. C'est pour ça aussi qu'on a un expert comptable sur ce plateau et qui connaît très bien ce milieu. On va donc marquer une pause pub rapidement et juste derrière, on revient discuter avec Aurélien Chedjou. À tout de suite. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal. Votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies. Autour d'un plateau, je disais tantôt, dans la première partie de cette émission, on va beaucoup parler d'Aurélien Chedjou. Le 3 mai dernier, il a décidé de mettre un thème à sa carrière professionnelle à travers un
un message sur les réseaux sociaux et puis depuis quelques semaines quand même on le découvre sous d'autres casquettes. Mais peut-être avant d'aborder ces nouveaux challenges, sa vie après le foot sur le terrain, petite question quand même Aurélien, pourquoi justement avoir décidé de raccrocher? J'ai décidé tout simplement de raccrocher parce que l'envie se faisait de moins en moins de se lever chaque matin pour aller aux entraînements. Ma famille me manquait et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai donné tout ce que j'avais à donner et je voulais passer à autre chose tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'éprouvez plus ce besoin-là d'aller taper dans le ballon, d'aller, comme vous avez dit, hein, vous levez pour aller aux entraînements. Et pourtant, on sait bien, c'est une grosse passion, une énorme passion. Bien sûr que c'est une passion, mais vous savez, il y a ce côté qu'on ne connaît pas du foot. Ça bouffe beaucoup d'énergie, ça bouffe beaucoup dans la vie d'un homme. Je cracherai jamais sur le football, mais en même temps, j'ai envie de dire que je ne voulais pas tricher avec lui. Donc, quand vous trichez, surtout le sport de haut niveau, il ne faut pas tricher. Si vous savez que vous avez tout donné, que vous n'avez plus cette passion, même de gagner le petit jeu aux entraînements, c'est peut-être le moment. C'est des signaux comme ça que le corps vous envoie d'arrêter. Et puis, il y a aussi eu ce truc qui a fait en sorte que je prenne vraiment la décision autour d'un repas avec mes 2 filles. Elles m'ont dit qu'elles ne voulaient plus que le papa parte. Et du coup, j'ai pensé que c'était la bonne décision. Ouais. Ça m'a vraiment fendu le cœur et puis j'ai décidé d'arrêter. Elles sont contentes maintenant, tout va bien. Elles sont contentes, papa est à la maison. Ouais, ça va. Alors, on va forcément rebondir sur votre carrière dans un court instant. Peut-être le temps aussi pour nous de nous intéresser un peu à ce que vous faites maintenant après avoir raccroché. On vous a vu ces jours-ci à Douala dans le cadre d'un tournoi de détection de jeunes. Voilà ces images du côté du stade de Bonamoussadi ici à Douala. Le tournoi s'est déroulé de samedi à lundi dernier. Et pourquoi une telle initiative, Aurélien? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ça? J'essaye de donner aussi la chance aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir devenir footballeur professionnel, de pouvoir avoir de meilleures carrières que la mienne, que celle de Jérémy Njita, Rigobesson et j'en passe. On sait que notre pays regorge de beaucoup de talents. Donc si je peux tendre la main, pourquoi pas. J'essaie par ma manière de développer le football dans mon pays, de redonner au football ce que le football m'a donné. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Si je peux aider les jeunes de ma ville, de mon pays, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et parallèlement aussi, on sait que vous êtes, comment vous l'avez dit au cours d'une interview chez nos confrères de RFI, en stage? En formation. En formation. En formation avec l'UFA, l'Union du football en Europe. Je fais un master pour les joueurs retraités, donc pour devenir directeur sportif après, pour connaître le football hors des terrains, j'ai envie de dire. Oui. Donc on a des devoirs, c'est plutôt passionnant, c'est difficile. En gros, je suis rentré à l'école, mais l'école du football en fait. Tout ce qui concerne le football en dehors des terrains. Et à quel moment vous avez pris cette décision? À quel moment l'envie s'est manifestée justement de vous voir peut-être directeur sportif, manager plus tard? C'est vrai que ça me trottait déjà la tête, ça me passait par la tête comme ça pendant les entraînements ou pendant le fait que je ne m'entraînais pas, j'étais à la maison, je réfléchissais sur le fait où j'arrête ou pas. Et puis dès que j'ai décidé, je me suis dit qu'est-ce que je fais après, parce que bon, on est habitué, pendant 22 ans j'ai été en Europe, je me levais le matin, j'allais m'entraîner, je rentrais, je faisais ma sieste et c'était reparti le lendemain. Non, je ne voulais pas rester chez moi et être un fardeau pour ma femme ou pour mes enfants, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et puis cette idée d'aider aussi les jeunes, comme je disais tout à l'heure, m'est venue. Et puis Jérémy Njitapi m'a tendu la main parce qu'il a fait aussi cette formation. Il m'a tendu la main en me proposant, je lui ai demandé conseil bien entendu parce qu'il avait déjà arrêté. Je suis un peu proche de lui, je lui ai demandé comment est-ce qu'il chargeait ses journées. Donc il m'a dit je pourrais commencer par ça. Donc j'ai un peu regardé sur Internet de quoi il s'agissait. Et je me suis retrouvé dans le truc et c'est comme ça que je me suis inscrit. D'accord, on va peut-être demander à Janvier, qui est en plateau avec nous, un mot peut-être sur la carrière d'Aurélien Chidiou. Écoutez, Aurélien a été ce footballeur qui a tout donné, lui-même il a dit. Nous l'avons vu au niveau de l'équipe nationale parce que je préfère parler de ça. Oui. Ça a été un joueur assez déterminant à tous les niveaux. Vous savez, cette charnière centrale de la défense, l'axe de la défense, qui à un moment donné a commencé à faire problème lorsque nous avions la paire Tchejo Nkoulou. Vous savez, ça a beaucoup jazzé à un moment donné. Et nous, on les a vus faire beaucoup d'efforts pour donner satisfaction aux Camerounais. Je pense que
Aurélien, est l'un des lions indomptables qui a tout son mérite. Hein. Il a tout son mérite. Et je suis d'autant plus ravi de l'écouter là parce que je sens qu'il est structuré. Et ça, c'est pas... Qu'est-ce que vous entendez par structuré? Non, écoutez, il décide d'arrêter. Ouais. C'est vrai, peut-être les enfants, ces deux petites filles l'ont inspiré. Mais il décide d'arrêter. Il dit il ne veut pas être un fardeau pour madame et les enfants. Ouais. Il décide d'aller en formation. Le football, il y a plusieurs métiers. Il n'y a pas toujours le stade. Hein? Vous voyez, c'est de ça que nous avons besoin actuellement dans notre pays, dans notre football. Vous savez, tout va dans tous les sens parce que vous avez trop d'amateurs. Vous avez trop d'amateurs dans le milieu du foot, des gens qui arrivent. Vous voyez nos clubs de Ligue 1, Ligue 2. La manière dont les clubs sont structurés, c'est des gens qui sont des débrouillards à la limite. On se pose la question de savoir est-ce que c'est des gens qui sont réellement formés pour cela? Parce que nous avons besoin de ces gens techniciens. Aujourd'hui, quand nous suivons que Achille Webo, je crois qu'il est du côté de la Turquie, qu'il fait de bonnes choses dans l'entraînement, nous on dit c'est de ça qu'il est question. Il est question que tous les anciens footballeurs, pas tous, parce que bon, chacun a sa petite vocation en lui, mais que beaucoup se lancent dans les métiers du foot pour revenir nous être très utiles. Parce que c'est ça qu'il est question. Quand vous voyez ce qui se passe du côté de l'Occident, ils sont nombreux. On n'a pas besoin d'être un footballeur de renom pour être un grand entraîneur de foot, ça c'est clair. Mais il faut connaître ce qu'on fait. Il faut être formé pour. Et il faut avoir l'envie. Tout à l'heure, je fais aussi un peu de psychologie, donc tout à l'heure je regardais Aurélien quand il parlait, je sentais qu'il a envie. Il veut apprendre et nous souhaitons qu'il aille jusqu'au bout. Nous souhaitons vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Même si ce n'est pas facile, là, il a dit, c'est pas du tout facile, et avec des devoirs, etc. Donc... Oui, et nous souhaitons que lorsque vous avez bouclé tout cela, revenez au pays. Prenez une équipe dans ce pays, dans ce championnat, Ligue 1, Ligue 2. Oui, montez quelque chose, travaillez pour qu'on voit. Vous savez, tout le monde reste du côté de l'Occident. Vous avez été un grand footballeur, vous faites tout ce que vous faites de ce côté-là. Après, écoutez, tout le monde va être entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Nous, on dit non. À l'observation, on dit non. Venez mouiller les maillots sur les bancs de touche. Oui, quand vous allez être sur les bancs de, c'est pas moi, Bamboutos, de Bouddha ou Dynamo de Douala. Dynamo de Douala, et que le soleil va vous chauffer, et que vous allez voir vos enfants, malgré le fait que vous ayez recruté des gars très talentueux, vous allez perdre des matchs. C'est ça qui va vous forger. Mais si vous restez du côté de l'Occident, pour attendre à entraîner l'équipe nationale du Cameroun, je dis non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous avons besoin, pour que notre football avance, de gens comme vous, très engagés. Et c'est une très bonne chose. Je crois, Makeda, ce soir, Aurélien est en train de donner un ton très fort. Oui, aux autres anciens lions indomptables. Oui. Le tout n'est pas de se former pour dire, oui, je suis entraîneur, vous prenez le parchemin, vous partez garder, et vous attendez qu'on vous appelle à l'équipe nationale, dans les lions indomptables pour être entraîneur. Oui, là-bas, je crois là-bas, c'est le sommet. Et pour arriver au sommet, il faut avoir... Il faut faire ses classes. Oui, il faut avoir fait ses classes. Il faut avoir fait ses classes. Oui. Lorsque vous arrivez, parce que c'est là le sommet, je ne vais pas ici prononcer des noms, mais ils sont nombreux les anciens footballeurs qui tout le temps disent ils veulent venir, ils veulent. Moi, quand moi j'écoute, je dis non, il faut arrêter. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Ce sont les fils du pays aussi. C'est pas comme si vous êtes fils pas des Camerounais. Vous êtes fils du pays, mais vous avez fait vos classes où? Non, ce qu'il dit là, il a complètement raison. Ça pourrait aussi relever le niveau du championnat camerounais. Donc c'est en faisant ses classes dans le championnat camerounais avec des résultats qu'on peut aspirer à devenir entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Vous savez, c'est pas la même chose. Moi, je m'appelle Patrick Mboma. Je prends Fédéral de Noun. Je me bats là-bas. Le fait que ce soit Patrick Mboma, ça transcende même les footballeurs. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne peut pas contrôler. Est-ce qu'ils ont les pleins pouvoirs? Vous savez, en Europe, quand vous êtes entraîneur, vous avez les pleins pouvoirs jusqu'à ce que les résultats ne vous suivent plus. Donc ici, je ne connais pas les présidents, je ne veux pas m'avancer dans ce que je ne maîtrise pas. Mais ce que j'ai ouï dire,
c'est que les présidents, ils ont la main mise sur l'équipe. Il y en a certains qui veulent faire le 11 entrant. Pourquoi donc vous avez un entraîneur? Donc, c'est autant de choses Ça, ce sont des réalités. qui font peut-être que ceux dont vous citez, sans donner les noms, ne viennent pas au Cameroun. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. On ne va pas s'avancer aujourd'hui. Mais il faut qu'on commence quelque part. Ah, je suis d'accord avec vous, mais il faudrait aussi que les présidents de club ou ceux qui décident puissent donner les pleins pouvoirs aux entraîneurs. Quand vous avez un entraîneur que vous payez par mois, c'est lui qui vous le payez pour qu'il fasse ses choix. Ouais. Après, vous le jugez sur les résultats. Si vous voulez le virer parce qu'il n'a pas les résultats, très bien. Mais vous ne venez pas, s'il a des résultats, dire non, il faudrait que tel ou tel ne joue pas dans mon équipe parce que c'est moi le président. Lorsque vous reviendrez sans Ah, moi, je n'ai pas dit que je voulais être entraîneur. Non, je vais juste dire, lorsque les anciens lions indomptables, je préfère dire comme ça, reviendront en masse, prendront les équipes et vont se rendre compte que les présidents des clubs constituent une gangrène. Je crois que ça va s'arrêter. Parce qu'ils vont taper la main sur la table, ils vont dire ceci, ils vont... Attendez, mais s'il n'y a pas déjà ce petit zeste de départ, on ne va jamais sortir de l'auberge. Donc je crois que c'est ça l'orientation, à mon avis. Alors, Pierre-Laurent Tamo, Oui. vous avez forcément regardé Aurélien Chedjou au cours de sa carrière. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Bon footballeur. Ouais. Là, vous il y a une particularité dans sa carrière. Je crois que c'est un des rares joueurs camerounais à avoir eu réalisé un doublé. C'est ce qu'il a fait avec lui. Et c'est très bien. Et surtout, vous voyez sa discipline de vie, sa capacité. Et surtout, après Galatasaray, tu n'as pas peut-être pas cité dans tout ce que tu as cité. Il est revenu à Amiens. On dit en français. C'est très rare. En règle générale, quand on quitte d'Amiens, on va vers cette zone-là, c'est pour sortir directement. Il est revenu sur, on va dire quoi, sur les projecteurs européens. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui prouvent sa discipline et puis sa rigueur et son orientation. Du coup, son choix après carrière ne m'étonne pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous voyez, il reste cohérent. Il semble ne pas être surpris par la retraite. Et j'ai bien aimé quand il a dit la carrière d'un footballeur, ça ne dure pas longtemps. Et ça, c'est vrai. À 35 ans, il faut penser à faire autre chose en réalité. Quelqu'un vous dira que Roger Mila, par exemple, plus de 40 ans. Voilà. Après, c'est chacun qui sent son corps. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il passe un diplôme de management qui va le mettre un peu loin de la pression d'un entraîneur de base qu'on cite tout à l'heure. Pas un directeur sportif, un manager de trucs. Je veux dire qu'il est moins sur les braises ardentes par rapport à un entraîneur. Et ce qui est une très bonne chose. Et enfin, la chance qu'il donne aux gamins, je crois que c'est peut-être Dieu qui l'envoie parce qu'en réalité, nos jeunes, on a du talent chez nous, mais on n'a pas beaucoup de centres de détection pour qu'en réalité, ils puissent avoir leur chance. J'accompagne Henri Bédimo, qui a eu un moment avec lui, et qui a sorti quelques gamins à Bonamou, ça dit. Et ça m'a particulièrement fait chaud au cœur de voir qu'un gamin qui était à Terkokam, 2 semaines plus tard, il se retrouve au Stade de France pour jouer une demi-finale de la Gambardella. Vous voyez un peu ce que ça peut faire? C'est extraordinaire. Donc, qu'ils fassent rêver nos jeunes comme ça sera une bonne chose. Félicitations Aurélien. Merci beaucoup. Et dans ce tournoi Aurélien, vous êtes accompagné par peut-être des structures internationales Quand vous dites structure, c'est des clubs, c'est ça? Oui, il y a des clubs qui sont arrivés. Il y a Galatasaray qui est venu. Je le laisse ce soir qui est en studio avec nous. Merci en tout cas d'être là. Oui, il y a des clubs qui sont arrivés. Et puis, comme je disais, c'est un tournoi de détection. Chacun a fait sa demande. Et moi, ça a suivi tout de suite le projet que moi je voulais faire, c'est-à-dire aider les jeunes. Vous savez, j'ai eu la carrière que j'ai eue, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faudrait pas que... se dit, ok, j'ai fait cette carrière, c'est bon pour ma famille. Il faut tendre la main à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont les mêmes rêves que vous. C'est ça mon plaisir aujourd'hui de voir certains gamins émerger. Alors peut-être moi aussi une réaction Guy Thomas avant de poursuivre. Oui. C'est vrai qu'il est difficile de parler de quelqu'un quand il est là. Parce que je peux passer complètement à côté de la plaque. Mais bon, de toutes les façons, quand
comment je perçois le joueur. Je perçois un homme déterminant pour l'équipe nationale et un homme déterminé. Je salue la carrière internationale qui est louable et qui est un exemple pour la jeunesse. Et ce que je note quand j'écoute ce qu'il dit, je note quelqu'un qui est en plus honnête, qui aurait pu faire comme des autres footballeurs, c'est-à-dire à un certain moment on se dit, bon, pourquoi ne pas aller chercher un contrat de fin de carrière dans le golf, les pays du golf, au Moyen-Orient, ou en Chine. Ah, d'accord. Mais il se dit, bon... il ne veut pas tricher. Il ne veut pas tricher, il se dit, le corps ne suit plus. Je commence à être fatigué de faire des pompes et des abdos tous les matins. Je vais peut-être en faire moins. Donc, j'utilise mon expérience pour donner de l'expérience aux jeunes. Oui. De l'espérance, pardon. Donc, il pense à son projet de détection des jeunes. Oui. Et il pense entrer dans les métiers d'encadrement. Oui. Et ça, fort de ce qu'il vient de dire, il me semble être un monsieur cohérent et qui a un projet. Donc je crois que épouser le métier de directeur technique, ça devrait pouvoir lui aller comme un gant. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne suis pas trop trompé. On va avoir de poursuivre. Vous proposez de regarder un témoignage assez inédit. Notre cadreur Nono Fetué a réussi à rencontrer quelqu'un d'exceptionnel pour Aurélien Chedjou qui nous dit comment ça s'est passé, la difficulté et etc. On n'en dit pas plus. Regardez. Moi, je suis Madame Jo Elisabeth. Bonjour et merci. Aurélien Chedjou est le 5e enfant d'une famille de 6 enfants, dont l'avant-dernière. 3 garçons, 3 filles, dont je suis la maman aujourd'hui. Aurélien a débuté ses débuts. Moi, je ne voulais même pas. Je ne voulais pas qu'Aurélien fasse le football, tel qu'il est en train de le faire aujourd'hui. Car même étant à l'école, Aurélien brillait. On venait toujours à la maison chercher Aurélien. Je me rappelle qu'il y a des fois où je l'enfermais dans ma propre chambre pour aller au travail. Parce que je ne voulais pas qu'il joue au football. Je ne voulais pas. Moi, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai les collègues. Une fois, ils sont venus à la maison me rendre visite. L'enfant a pleuré. Ils ont dit c'est quoi? J'ai dit qu'il veut aller jouer. Mon collègue m'a dit non maman, laisse-le aller jouer, on ne sait jamais. J'ai dit que non, moi je n'aime pas le football. Il est allé en classe de 4e, il n'arrive pas à aller. Moi je voulais même qu'il aille faire le BPC parce qu'il brille tel que vous voyez là. Donc il a dit mais quand il brille, laisse-le aller jouer. C'est comme ça qu'il a ouvert, il est passé par la porte de derrière, il est allé jouer. Mais 20h je ne vois pas Aurélien, 21h je vois. À 22h. Son manager, son coach est venu l'accompagner. J'ai décidé, j'ai dit que je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi, Aurélien. Comme tu vois là, je ne veux plus. Je suis allé même à la gendarmerie à Borné 10 là. Je suis allé me plaindre, voir le commandant. Parce que j'avais les cotes. Je suis allé voir le commandant. J'ai dit, je voudrais seulement que vous le menacez. Vous menacez le commandant. Le commandant, lui, à son tour, il m'a dit non, maman. Laissez, je vais essayer de parler aux enfants. Je suis rentré à la maison. Je reste un jour. On me dit encore. Les papas de quartier me disent que maman, nous sommes venus te voir, il faut que l'enfant joue. Nous voyons son match. J'ai dit non, pardon, si vos enfants ne jouent pas, moi je suis la seule qui m'occupe de mes enfants. Je veux que mon enfant aille à l'école. Aurélien m'a dit que non, maman, je vais aller à l'école. Je rentre de travail un jour. Il a pris un papier ciment. Il a écrit dessus. Il a dit, maman, s'il te plaît, je vais jouer. Je lui ai dit que bon, si tu veux jouer, voilà une feuille, double ligne, double page. Tu écris dessus 100 fois l'école ou le football. Ce que tu veux, tu me dis. Il a écrit les deux, 100 fois. Il a écrit 100 fois les deux. Il a pris un papier nylon, un papier ciment. Il a écrit dessus. Merci maman, j'ai pris le papier. Il lui a dit que donne-moi alors ton emploi du temps. Il m'a dit que ce n'est que le mercredi. J'ai dit que bon, si ce n'est que le mercredi soir, tu peux donc aller à l'école. On a vu l'évolution de Aurélien. Les gens m'ont cherché. Je suis resté à la maison. Je sors du culte. On me dit qu'on est venu te chercher. Je dis pourquoi? Les papas de quartier me disent que non, on va amener Aurélien, on va jouer à Kribi.
Il dit, on peut jouer à Kribi, mon enfant peut jouer à Kribi. Ils ont dit oui. Ils l'ont donc amené à Kribi. Vers 22h, je vois Aurélien qui m'apporte la palette d'eau avec 3 paquets de cubes magie Oni. Je me rappelle très bien. Il était bien habillé. On a connu à la porte. J'ai dit que mais vous amenez mon enfant à quelle heure? On m'a dit que maman, il est retenu pour la KSA. J'ai dit que et puis l'autre m'a dit que non, il est retenu pour la brasserie. L'autre m'a dit qu'il est retenu pour la brasserie. J'ai dit que non, il doit d'abord faire le BPC. Moi, je veux d'abord qu'il compose. On m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Et la même année, il a composé, il a eu le BPC, il a eu l'entrée à KSA. Tu vois, il a eu l'entrée à KSA pour composer alors le dossier de KSA. Mais c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ça a alors commencé. Nous sommes arrivés au bureau un jour, il vient, il m'a donné beaucoup de papiers, de remplir et d'aller légaliser. J'ai dit que merde, ça je vais légaliser un truc comme ça. J'ai donné à mes collègues, ils ont lu, ils ont dit non maman, tu peux aller légaliser, il n'y a pas de problème. Je suis allé voir mon patron, j'ai expliqué à mon patron, paix à son âme. J'ai dit, et mon patron a dit que maman, tu peux aller prendre une demi-journée, tu peux légaliser, ça peut être comme ça la vie de l'enfant. C'est comme ça qu'il a donné la voiture. Je suis allé en ville, ce n'était pas comme maintenant là, je suis allé en ville, légaliser tous les papiers. Et il fallait déposer les papiers à KSA à 14h. Je suis rentré au bureau, voir le patron, il m'a dit que non, tu pouvais continuer. Nous sommes allés à KSA déposer les papiers. C'est comme ça alors que la KSA m'a dit que la rentrée c'est lundi. Vous allez faire son trousseau. Le lundi, vous allez l'amener. Lundi, j'amène Aurélien, j'avais fait son trousseau, tout. On m'a dit que non, maman, pas question de la valise, pas question de la valise. Je me suis mise à pleurer. La culotte lui a donné une culotte et un haut. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit que mais comment l'enfant peut venir? On m'a amené alors, on dit que là, voilà, là, ils vont jouer ici, maman. N'aie pas peur, ton fils est dans de bonnes mains. Je suis allée. C'est comme ça alors qu'on a commencé. Aurélien a commencé à KSA. Oh, je suis satisfaite, il m'a comblée. Et je remercie le Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Car pour toutes choses, je vois que c'est lui qui est devant tout. Pour toutes choses. Je remercie le Seigneur. Voilà, il a encore tout le sourire. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter votre maman? Elle a tout raconté. Je me revois quand on venait à la maison chez elle, demander à ce qu'on me laisse jouer. Au départ, elle ne voulait pas parce que, comme elle disait, c'était les études ou rien. Et tout ce qu'elle a raconté, je me retrouve là-dedans. Mais ça fait plaisir aujourd'hui de la voir. Comme je parlais de mes enfants tout à l'heure, aujourd'hui je peux parler de mes parents. Quand je vois dans leur regard la fierté, ce que le football a permis, les avantages de la vie qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux remercier le football par rapport à ça. Et puis, j'ai aussi envie de dire merci à elle, merci à mon papa pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Donc, sans eux, je ne serais certainement pas là aujourd'hui. Alors, Janvier, peut-être une réaction après ce témoignage exceptionnel? Moi, je crois que ce témoignage doit donner une leçon à ces milliers de jeunes qui veulent jouer au foot aujourd'hui. Aurélien a eu la bénédiction de sa maman. Oui, c'est très important. Il a eu la bénédiction. Si la maman n'avait pas en définitive accepté, certainement tu n'aurais pas eu cette carrière, même si tu avais été têtu pour aller jouer et tout, tu n'aurais jamais eu cette carrière. Donc c'est un message que tu viens ce soir avec ta maman, Aurélien, passer à ces milliers de Camerounais, jeunes enfants qui veulent jouer au football. Soyez d'abord très assidus à la maison. Faites vos études, parce que vous pouvez vous blesser. Oui, à côté d'une fracture, votre carrière est finie. Si vous n'avez pas fait d'études, si vous n'avez pas fait ceci, si vous avez passé le temps à insulter les parents, à insulter les aînés, à croire que vous êtes devenu une vedette du foot parce que vous maniez bien le ballon au quartier, je crois que vous n'irez pas loin. Donc c'est un message de bénédiction que vous êtes venu ce soir passer à la jeunesse pour qu'ils comprennent que si on veut aller loin, il faut d'abord être en harmonie avec la famille, en harmonie avec sa maman, son papa, et à partir de là, tout peut aller pour le mieux.
Alors, si on évoquait un peu justement votre carrière à Orléans, où vous étiez à la KSA et puis vous êtes parti en Europe, vous avez évolué dans plusieurs clubs. Mais on va quand même regarder justement dans cette image, champion de France en 2011 avec Lille. On a quand même l'impression qu'à chaque fois que vous parlez justement de Lille, vous avez pas un amour fou, je veux dire, mais vous avez quelque chose d'exceptionnel que vous ressentez à évoquer cette équipe. Pourquoi? Alors, il faut savoir qu'avant d'avoir ces belles images où je soulève le trophée, où on gagne la Coupe de France et le championnat, où on fait les festivités, j'ai beaucoup bourlingué en France, j'ai beaucoup galéré. Ça, c'est le côté qu'on ne connaît pas du football. Ouais. J'ai été à Pau, qui est une terre de rugby plutôt, où à l'époque, je touchais, je vais pas faire la langue de bois, je touchais 200 €, ce qui fait 130 000. Maman ne travaillait plus, ma petite sœur, il fallait qu'elle aille à l'école, ma grande sœur également. Il fallait que je vive dans ces 200 €, c'était vraiment pas facile. Du coup, j'ai passé une saison en national, je ne jouais pas, parce que j'étais encore bien jeune, il y avait des trentenaires devant moi. Il a fallu que je rencontre à cette époque le fils de l'entraîneur adjoint de l'équipe réserve d'Auxerre, qui a proposé à son papa de me faire un essai à Auxerre, qui a été concluant. Et après Auxerre, ça n'a pas toujours été. J'ai été reversé à Rouen, qui jouait à cette époque, je crois que c'était le National ou la CFA. Donc c'est à partir de quand je quitte Rouen, 6 mois après que je me retrouve à Lille, c'est où on m'a fait savoir vraiment. Parce qu'à un certain moment donné, j'ai douté, j'ai même appelé ma maman pour lui dire que je devais rentrer parce que je ne sentais plus le football. Mes rêves n'étaient pas brisés, mais je sentais que j'y arriverais pas. Parce qu'à côté, il y avait des charges chez ma maman qu'il fallait bien... voilà. Donc du coup, j'ai appelé maman pour lui dire que je rentrais, elle m'a dit non. Donc quand je fais l'essai à Lille, ça se passe bien. Je rencontre Pascal Plan qui me met tout de suite en confiance et qui me prend entre 4 yeux et me dit écoute, ici, si je t'ai fait venir, c'est parce que je sais que tu es un bon footballeur. Montre-moi ce que tu sais faire. Quitte à rater des choses, vas-y, essaye. Moi, je veux que tu te lâches. À partir de là, quand j'ai compris que j'étais dans un environnement qui me faisait confiance, c'est là où tout a commencé. Et pas que côté football, c'est là où j'ai eu mon premier enfant, Cassius, qui est né dans le Nord. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand je vais à Lille, même si j'ai arrêté, je vois des gens dans la rue qui me disent merci pour tout ce que j'ai fait. Et puis, ce sont des gens vraiment accueillants. C'est la ville où, comme je disais, en tant qu'homme, tout a commencé pour moi. Et je suis assez reconnaissant de toute la ville, de toute la région de Lille. Et comme je disais, j'ai galéré pour en arriver là aujourd'hui. On voit juste ce que j'ai gagné. Mais il y a eu ce côté où je suis arrivé à Lille, j'avais plus confiance en moi. Et on m'a demandé de me libérer. Et puis le reste, ça a suivi. Et puis vous avez poursuivi. Vous êtes allé en Turquie, dans plusieurs équipes. Racontez-nous un peu. Alors après le titre à Lille, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour. Il fallait que j'ai un autre challenge. Et puis, c'était aussi l'époque où le PSG commençait à tout rafler. Je me suis dit, écoutez, j'ai gagné 2 titres. Vous savez, quand vous gagnez un, vous voulez gagner le deuxième, et puis le troisième, et ainsi de suite. Galatasaray est arrivé, j'avais d'autres propositions, certes, mais comme je disais, j'étais animé par cette envie de gagner les titres. Et puis, Galatasaray, c'est le meilleur club en Turquie. Je me suis dit, pourquoi pas y aller. Ils jouent la Champions League chaque année. Et Dieu merci, je ne me suis pas trompé parce que j'y ai gagné 7 titres. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Galatasaray où j'ai passé 4 belles années en Turquie, que ce soit en tant que footballeur ou en tant qu'homme. J'appréhendais au départ parce que c'est un pays musulman, mais j'ai jamais eu de problème parce que j'étais catholique, j'ai jamais eu de problème parce que j'étais noir. Je me suis fondu tout de suite dans le collectif, dans la culture. Et aujourd'hui, c'est toujours avec plaisir que je rentre à Istanbul. J'y ai gardé un pied à terre. Donc, ce sont de belles années aussi à raconter parce que c'est un pays comme ça qui est moins ouvert que la France, l'Allemagne ou encore l'Italie, mais où il fait bon vivre. Donc, je souhaite à tout le monde de passer par là un jour et il ne regrettera pas. Et à chaque fois, on vous a vu, que ce soit à Lille, que ce soit à Galatasaray, dans d'autres clubs, vous avez toujours le vert ou jaune. Bien entendu, on est Camerounais, on est Camerounais, on est fiers de représenter le Cameroun. Vous savez, quand vous jouez dans un club, je crois toujours que quelque part, dans ce pays-là, il y a quelqu'un qui vous tient à cœur et qui prie pour que vous fassiez des performances. C'est aussi pour moi une manière de dire on est ensemble, merci pour tout ce que vous faites.
on est footballeur sur le terrain, mais je peux vous dire qu'il y a des moments, on se sent vraiment débordé, mais on ne sait pas par quelle magie on trouve une force. Oui. J'ai la ferme conviction qu'il y a des gens qui prient pour nous, au-delà des parents ou des amis ou des frères et sœurs. Il y a des gens qui prient pour nous parce que un Camerounais qui gagne un titre en Grèce, en Italie, partout, ça représente, ça élève le drapeau camerounais dans le sol mondial, j'ai envie de dire. Donc c'était pour moi aussi une manière de dire merci pour tout. Merci de nous pousser dans nos derniers retranchements et c'est comme ça que vous me voyez avec le brassard camerounais. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'être appelé pour la première fois en équipe nationale, justement? J'avais les larmes aux yeux parce que avant le match, je savais que j'allais jouer et puis j'ai acheté beaucoup de tickets, une trentaine. Et tout le monde a répondu présent, que ce soit ma maman, mon papa, mes frères et sœurs. Et au moment de l'équipe nationale, vous avez tous ces sentiments qui vous traversent, que ce soit les galères en France, les moments où maman ne voulait pas que vous jouez au football, les moments où vous êtes par exemple blessé ou les moments où vous êtes sur le banc de touche. Les émotions remontent et vous vous dites, vous avez fait tout ce chemin pour arriver là, il ne faut pas décevoir, il faut juste continuer, quoi. Il y a 26 millions de Camerounais qui comptent sur vous. Vous n'avez pas le droit de les lâcher. Et voilà, ça vous permet de vous transcender aussi pour pouvoir être performant sur le terrain. Et comment est-ce que vous pourrez, si on demandait peut-être de faire un petit bilan de votre passage en sélection nationale, justement? Je vais dire comme ça modestement, on va dire c'est du 5 sur 10. 5 sur 10. 5 sur 10, oui. Pourquoi? Parce que tout le temps que j'ai mis ce maillot, j'ai jamais triché. Je sais que j'ai déçu beaucoup de personnes parce que j'ai beaucoup marqué contre mon camp. Je suis vraiment désolé. Mais ça arrive à tous les défenseurs. Donc personne n'entre sur le terrain pour marquer contre son camp ou pour ne pas donner le meilleur de lui-même. Maintenant, à côté, comme je dis, je me sens privilégié parce qu'il y a beaucoup qui font de belles carrières, qui n'arrivent jamais à représenter leur pays. J'ai fait le maximum de compétitions qu'un footballeur pouvait faire, que ce soit le Mondial, la Coupe d'Afrique ou les Jeux Olympiques. Je souhaite à tout le monde qui aspire à avoir ce genre de carrière de représenter son pays parce qu'au-dessus de ça, il n'y a rien du tout. Donc je dirais 5 sur 10 parce que vraiment, je le pense. Je n'ai pas gagné de CAN. Malheureusement pour moi, quand on va écrire les noms qui ont gagné ça reste, ça a un goût amer. Oui, c'est une petite épine parce que, vu le scénario, j'avais joué tous les matchs comme titulaire, si mes souvenirs sont bons, les matchs de qualification pour cette fameuse Coupe d'Afrique 2017. Malheureusement, je ne suis pas allé. Je peux vous avouer que j'ai été très, très déçu. Mais une fois sorti de l'hôtel Montfébé, je peux vous assurer que, ayant parlé avec les mecs qui étaient là, j'avais aucune animosité pour eux. Oui. Je les souhaitais que du meilleur parce qu'à ce moment-là, on se prenait que des fusils, on se faisait chambrer partout, à gauche, à droite. Je me rappelle d'une photo quand les mecs ils allaient au Gabon. C'était marqué sur les réseaux sociaux qu'ils allaient en vacances. Et pour moi, c'était Vous regardez tout ça, hein? Ah oui, bien sûr. Celui qui dit qu'il ne regarde pas, c'est un menteur. Parce que ça fait plaisir de savoir que quand vous sortez d'un match, on parle en bien de vous. Et forcément, quand vous savez que vous avez fait un mauvais match, vous voulez voir ce qui s'est dit pour pouvoir améliorer vos performances dans le futur. Donc pour moi, j'étais déçu de ne pas gagner cette CAN. Mais j'étais content parce que j'avais tissé des liens avec des mecs dans le groupe. J'étais content d'abord pour mon pays, mais surtout pour tous ceux qui ont gagné cette compétition. Parce que comme je disais, en allant à cette compétition, personne ne rêvait du Cameroun d'arriver là. Et puis, une fois encore, comme je dis, j'ai été déçu. Mais mon âme, mon cœur de Camerounais a pris le dessus. Et pour la petite histoire, en demi-finale, quand on se qualifie pour la demi-finale, j'appelle le coach qui ne m'a pas qualifié, qui m'a pas mis dans le 11, qui m'a pas mis dans le 23, pardon. Et je lui dis félicitations, maintenant il faut que vous allez au bout pour la finale. Il faut que vous la gagnez parce que ça fait longtemps. Et comment est-ce qu'il a réagi quand vous l'avez appelé? Il était surpris. Il m'a dit qu'il s'attendait, s'il y avait une personne qui ne s'attendait pas parce que... il savait que j'étais un cadre de l'équipe, c'était à contre-cœur qu'il le faisait, mais il fallait qu'il le fasse pour le bien de son équipe. Et il m'a dit que voilà, il était content que je l'appelle, que je garde aucune rancœur dans mon cœur. Je lui ai dit non, moi je suis Camerounais aujourd'hui. C'est vrai que je suis déçu, mais ça passe pas au-dessus de la nation en fait. Oui. Aujourd'hui, je veux que mon pays gagne une Coupe d'Afrique parce que je suis Camerounais, parce que les mecs qui sont dans votre groupe, ce sont mes amis. Donc, allez au bout. Vous avez tout mon soutien. Et même quand il a gagné quand ils ont gagné la compétition, c'est lui qui m'a appelé pour me dire écoute, on l'a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec son adjoint, avec qui j'échange quasiment chaque semaine. Vous voulez peut-être rebondir? Il y a une question que je voudrais poser à Aurélien, c'est
on a longtemps aussi, il faut dire, hein, quand Hugo Bross arrive, il y a ce problème de l'axe de la défense, Tchédjou, Nkoulou. Les gens ont beaucoup décrié. Le premier match d'Hugo Bross, ça se joue à Limbé. Le but, vous encaissez, c'est Tchédjou Nkoulou, ça ne donne pas. Et le but, il entre. Après ça, je suis du voyage de Durban. Quand on parle d'Urban, bon là, vous faites le style minimum, on rentre avec un 0-0. Puisque tout ce que les uns et les autres disent, vous avez des retours. Quand vous vous retrouviez avec Nkoulou, qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous faisiez pour que cela ne revienne pas? Vous savez, quand vous êtes footballeur, vous n'êtes pas prêt mentalement à recevoir toutes ces critiques quand ça ne concerne pas le footballeur. Ah oui. Vous savez vous comprenez ce que je veux dire. Quand ça touche le footballeur, ça va. Ça ne peut que permettre d'améliorer. Mais vous savez, au Cameroun, on est 26 millions de supporters, 26 millions d'entraîneurs. Et il y en a qui vont au-delà du football et qui touchent la famille, qui touchent l'entourage. C'est surtout ça qui fait mal, en fait. Après, Nico, il était à Marseille ou à Monaco, je pense. Moi, j'étais à Lille. On est des compétiteurs. On s'est dit, écoute, c'est vrai que si on parle de nous, c'est parce qu'on croit en nous, à la base. Donc, si on croit en nous, c'est qu'on n'a pas été bon. Il faut se dire la vérité. On n'a pas été bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour retourner la tendance? On met le bleu de chauffe et on continue. Ce qui est bien dans le foot, c'est que vous allez faire un mauvais match le mercredi. Mais le samedi, 3 jours après, vous avez la possibilité de redresser la barre. Donc, on avait cette possibilité d'aller à Durban, comme vous avez dit, de faire un bon résultat. On n'a pas pris de but. Même si on n'a pas gagné, nous, on avait fait notre travail. Mais une fois encore, comme je dis, quand vous êtes Camerounais, soyez prêts à tout. C'est aussi un conseil que je dis à mes petits frères qui veulent être footballeurs. Quand vous êtes Camerounais, vous êtes prêts à tout entendre. Maintenant, il faut faire la part des choses, de se dire... Si on parle de vous en ces thèmes, c'est parce qu'on croit en votre potentiel. C'est qu'on vous aime tellement qu'on voudrait que vous fassiez mieux. Donc, dans toute chose négative, il y a quand même du positif. Oui. Et ça peut être le moteur de chacun pour pouvoir se surpasser dans les matchs. Lorsque Hugo Bross arrive, je me rappelle, nous sommes à Durban, votre première séance d'entraînement le lendemain après l'arrivée, d'abord, il y a un problème du côté de Douala. Il y a ce vol qui doit partir, qui ne part pas. On fait 4 heures. On fait 4 heures. Lorsque les journalistes arrivent, vous les regardez avec une certaine animosité, comme si c'est eux qui avaient créé le problème, mais ce n'était pas ça le problème. Les conditions avec les Lions indomptables, comment est-ce que vous les viviez? Parce qu'on se rappelle que, parce qu'aujourd'hui on parle tout le temps des frères Matip. Ouais. Oui. Je crois que Marvin était de ce voyage. Après ça, ils ne sont plus jamais revenus. Comment est-ce que vous acceptiez tout ça et vous restiez malgré tout? Comme je dis, il n'y a rien au-dessus de la nation. Voilà. On pouvait, je me rappelle, il y a un match, on a dormi en plein marché au Nigeria. Ah oui. L'hôtel était bruyant, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On est là pour la nation. Comme je disais, à la base, on est des privilégiés. Le football, c'est une passion. Certes, qui a ses difficultés, mais si vous mettez à côté d'un garagiste, avec tout le respect que je le dois, un boulanger qui se lève à 6 heures ou un mécanicien, nous sommes des privilégiés. On vit de notre passion. Maintenant, si en plus vous jouez pour votre pays, c'est que la cerise sur le gâteau, vous êtes des privilégiés. Maintenant, le fait d'être en Europe, on a des conditions qui sont meilleures. On sait qu'on voyage dans des avions privés, on dort dans des hôtels de classe mondiale. Quand on arrive au Cameroun, on est Camerounais à la base, même si on a vécu en Europe et qu'on a cette mentalité européenne, on fait avec les réalités qu'on a sur place. Vous parlez par exemple de ce voyage en Afrique du Sud, on savait qu'on partait au combat, quoi. Ah oui. Ne me méprenez pas, on partait au combat parce que la nation l'attendait. Même si on est resté 4 dans l'avion étant assis en classe éco. À Douala, oui. L'entraîneur, il ne l'a pas trop compris, puisqu'il en avait parlé au ministre à l'époque. Mais nous, ça nous a fait... on n'était pas content d'être dans cette situation. Clair. Mais une fois arrivé en Afrique du Sud, on s'est dit, on fait quoi? On ne joue pas? Non. On est là pour la nation. On fait le maximum pour se reposer et on va sur le terrain, chacun donne le meilleur de lui-même. Si à la 30e minute, un mec il est fatigué parce qu'il a tout donné, il y a un autre qui va rentrer. Donc c'est vrai que je ne vais pas vous mentir que ça nous faisait plaisir de voyager dans ce genre de conditions, mais à la fin de la journée, on se dit, on est là pour le Cameroun, on est là pour notre nation, il n'y a rien au-dessus, on met le bleu de chauffe et on va donner le meilleur de nous-mêmes. Quand Hugo Bross lui arrive, il donne le ton, le ton est clair, c'est que... Bientôt il va partir. Je suis d'accord. J'aimerais parce que c'est Hugo Bross qui le met à côté, qui fait qu'il n'aille pas à la Coupe d'Afrique 2017. Voilà. Il nous dit, il donne
un point de presse avant votre première séance d'entraînement à Dublin. Il dit qu'il a besoin des joueurs qui jouent vite parce que le football moderne aujourd'hui se veut très rapide. Ouais. Donc, tous ceux qui ne vont pas être dans ce schéma, il va les mettre à côté. Comment est-ce que vous avez pris ce message? Alors, moi, je ne l'ai pas pris pour moi, en tout cas. Parce qu'en Europe, ça va vite. Et en Europe, j'étais titulaire, j'étais capitaine. Exact. Donc, pour ma part, moi, je n'entre pas dans les polémiques. Il a dit ce qu'il pensait. C'est un entraîneur. Moi, je reste à la place du joueur. C'est clair. Donc, moi, je ne suis pas là pour discuter ses choix. Encore qu'aujourd'hui, il a eu raison de ne pas me prendre vu qu'il a gagné. Vous ne pouvez rien lui dire dans ces cas. Donc, moi, je ne veux pas faire de polémique. Moi, ça ne me ressemble pas. Mais moi, je ne l'ai pas pris pour moi parce que j'ai toujours cru en moi. Partout là où je suis passé, j'ai joué. Donc, joueur lent, joueur qui ne s'est pas parti de l'avant. Je pense qu'il y a d'autres entraîneurs à qui vous pouvez demander, avec qui j'ai eu à travailler, vous diront le contraire. Donc, moi, je n'aime pas dans ce genre de polémique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai donné le meilleur de moi-même et je ne regrette pas tout ce qui s'est passé. On va quand même vous proposer ces différentes réactions de quelques fans de foot qu'on a rencontrés pour leur demander ce qu'ils retenaient finalement de la carrière d'Orient Chedjou. On vous propose d'écouter ces quelques réactions. Oui, je retiens d'Orient Chedjou. Il a été un bon défenseur, surtout à Lille, où il a fait vraiment découvrir le championnat français. Et aussi à Galatasaray, un championnat bien qu'on ne regardait pas, mais avec son impact là-bas, il a permis que nous puissions aussi découvrir aussi nos joueurs, nos frères aussi qui jouent le championnat turc là-bas. Donc vraiment, je suis vraiment ravi de sa carrière qu'il a eu comme sportif au Cameroun. Je retiens de M. Aurélien Chedjou comme un très grand footballeur. J'ai des très beaux souvenirs quand j'ai regardé le foot, quand il était encore sur le terrain. Ce que je retiens d'Aurélien Chedjou comme footballeur de sa carrière, ça a été un footballeur déjà très sérieux, très abdiqué dans son plan de carrière parce qu'il n'a jamais fait part des choux gras de la presse par exemple. Il s'est toujours concentré sur l'aspect sportif de la chose et ça s'est vu déjà à travers son titre de champion de France en 2011 avec le LOSC. Et aussi avec l'équipe nationale où il a connu un peu une carrière en dents de scie légèrement parce que je me rappelle très bien du but contre son camp avec Idriss Carlos dans les goals, qu'il a beaucoup marqué parce que je connais le personnage, mais il est revenu plus fort avec son passage en Turquie également, avec son but, je me rappelle très bien, face à Chelsea où il fait un appel contre appel face à John Terry et son coup de tête. Aurélien, c'est un patriote, un Camerounais, parce que même quand il jouait, ses poignets étaient toujours arborés de vert, rouge et jaune. Aujourd'hui, il nous le démontre à travers l'initiative qu'il a mise sur pied parce que vous savez, beaucoup ont été footballeurs, beaucoup le sont d'ailleurs, mais peu sont ceux qui essaient de passer le témoin aux jeunes frères. C'était un joueur professionnel qui a joué en Europe. C'est ce que je retiens de lui. Je retiens qu'Aurélien Chedjou a fait une brillante carrière parce que je l'ai vu jouer à Lille. Il était un bon défenseur, je l'ai vu jouer avec les Lions indomptables et en fait, il a fait une carrière digne, selon moi. Si je vais dire un match particulier qui m'a marqué, je vais me rappeler, même si ma mémoire n'est plus trop fraîche, des Jeux Olympiques où je l'ai vu évoluer milieu de couloir. Un truc comme ça, oui. J'avais apprécié. Par la suite, quand je l'ai encore revu jouer défenseur central, j'ai compris qu'il est polyvalent. Le match qui m'a marqué, c'est le match où il a mis le petit pont à Zlatan, Lille contre PSG. Ils en gardent des souvenirs de votre carrière, Aurélien. Ça veut dire qu'ils vous suivent de près. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que somewhere dans ce pays, quand vous jouez, il y a des gens qui prient pour vous, même si vous ne les connaissez pas. Et c'est le Cameroun qui gagne. Donc ça fait chaud au cœur de voir de tels témoignages. Ça montre aussi que j'ai plutôt fait de belles choses. Donc voilà, sans avoir les chevilles qui enflent. Qui a révélé que vous êtes polyvalent, milieu de couloir, défenseur central, etc. J'ai plutôt eu cette capacité à m'adapter très rapidement, que ce soit à Lille, Galatasaray ou dans les clubs où je suis passé. Il y a des matchs où j'ai joué milieu de terrain, que ce soit dans l'axe ou sur le côté. Mais je dois vous dire qu'au départ, j'étais pas trop chaud. Et à la fin, quand j'ai eu une réunion avec Rudy Garcia, il m'a convaincu d'aller derrière.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre plaisir à ce poste. Alors, on va vous poser quelques dernières questions. Nous savons que vous allez bouger d'un moment à l'autre. Votre regard sur l'actualité du football du Cameroun, votre pays. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est un ancien joueur qui est là, Samuel Eto'o-Fils, que vous connaissez. Comment est-ce que vous avez justement accueilli son élection à la tête de la FECAFOOT? C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que on connaît la carrière qu'il a eue. Maintenant, il est là pour élever le football camerounais. Par exemple, là, quand je parlais tout à l'heure de la formation que je fais, il y a des anciens joueurs qui ont déjà pris des postes dans leur pays. Aujourd'hui, on a un président de la fédération qui a fait de belles choses sur le terrain. Il faudrait que toutes les forces vives du Cameroun, parlant de football bien entendu, s'associent à lui pour pouvoir élever le niveau, et le niveau du championnat déjà, et les belles couleurs d'antan du football camerounais. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, on sait que le Cameroun, c'est un pays de football. Donc, toutes les intrigues, parce qu'aujourd'hui, je suis au Cameroun, je le suis un peu, toutes les intrigues qu'il y a, ce n'est pas le football qui est gagnant. Si je peux me permettre de dire, parce que, bon, il y a peut-être des aboutissants que je n'ai pas, mais il faudrait que toutes les réunions ou toutes les polémiques qu'on a aujourd'hui, que ce soit les footballeurs camerounais qui sont au Cameroun, qui jouent le mercredi et le samedi, que ce soit ceux-là qui gagnent vraiment aux sorties des réunions qu'il y a, que tout ce qui se fasse puisse être pour le bien du football camerounais. Parce qu'aujourd'hui, depuis combien de temps un footballeur jouant en première division a quitté son club au Cameroun pour aller évoluer en Europe? Ça fait quand même longtemps. Ce n'est pas pour rien. Donc il faudrait que tout le monde mette un peu du sien pour que le football puisse être relevé. Le président, il ne le fera pas tout seul, avec toute la volonté qu'il a. Si les présidents ne suivent pas, si les coachs, les directeurs et même les joueurs, parce qu'eux aussi, c'est ceux-là qui doivent élever les niveaux pour que le football camerounais redevienne comme avant. Donc on n'a pas besoin de polémique où les joueurs sont sortis de l'hôtel, ils n'ont pas reçu leur salaire, le président demande des comptes alors que des choses ont été faites. Donc il faudrait que tout le monde soit ensemble pour pouvoir élever le football camerounais. Alors, Rigobert Song, qui est aujourd'hui sur le banc de touche justement de l'équipe nationale. Ça fait du bien de savoir que c'est un des nôtres qui représente le Cameroun, parce que c'est bien vrai de prendre des expatriés, de leur donner des bonnes conditions, mais j'ai aussi envie de dire que quand on prend un mec comme Rigobert Song qui a représenté le Cameroun partout dans le monde entier, comme on l'appelle le capitaine de l'Afrique. Courage. Voilà, il faudrait qu'on lui tienne la main pour pouvoir mener à bien la mission qui lui a été attribuée. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas facile. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, les Camerounais qui sont contents parce qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, si on passe à côté de la Coupe du Monde, ils vont oublier ça très rapidement. Lui, il est bien placé pour le savoir. Donc il faudrait que nous tous, on tienne la main à Rigobert, à tous les joueurs qui sont là maintenant. On n'a pas besoin de polémique pour la Coupe du Monde ou quand les Lions jouent pour pouvoir arriver au résultat. Les polémiques, ça sera après, on fera l'autocritique après. Donc c'est bien que Rigobert soit là. On l'a vu au Sénégal avec Aliou Cissé qui a gagné la CAN. Donc pourquoi pas chez nous? Il faudrait qu'il ait de bonnes conditions, qu'on le laisse travailler, qu'il soit le seul qui décide de qui il va jouer pour pouvoir assumer après de ses choix. Et comment est-ce qu'on ne peut pas justement une compétition comme la Coupe du Monde? Rigobert, il le sait parce qu'il a représenté le Cameroun, si mes comptes sont bons, 3 ou 4 fois. Donc faisons-lui confiance, il a un diplôme pour ça. Maintenant, en tant que joueur, il y en a qui doutent un peu s'ils seront dans la liste. Il y en a qui sont déjà 4. C'est ceux-là de tirer le groupe vers le haut. Donc j'échange avec certains qui savent ce qu'ils ont lieu de faire. Ils savent que mon téléphone est ouvert pour pouvoir échanger. Pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils le savent. Ils le savent dans leur club pour pouvoir donner un conseil. Les erreurs que nous on a commises, il ne faut pas qu'ils fassent la même chose. Donc je suis ouvert pour pouvoir leur apporter ma petite expérience. Ils le savent. Ils savent que mon téléphone est ouvert. Comment est-ce qu'on prépare une compétition? Il ne faut pas trop se mettre la pression et se dire que voilà, c'est un match comme un autre, mais c'est la Coupe du Monde, il faut bien représenter son pays. Le président de la FECAFOOT a fixé le cap. C'est pas, le Cameroun ne doit pas aller aujourd'hui en Coupe du Monde pour jouer les seconds rôles. Il faut aller plus haut. Ah, mais il a raison. Il faut être... vous savez, quand vous êtes compétiteur et que vous mettez pas la barre haute, c'est que quelqu'un vous a déjà gagné quelque part. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se dire qu'on peut. Ceux qui jouent en face de vous, ils n'ont pas 6 pieds, j'ai envie de dire. Ok, ils sont dans les meilleurs clubs. On est Camerounais, on a ce truc que d'autres équipes n'ont pas. On a le courage.
Ok, vous me direz que pourquoi à notre époque on ne l'a pas fait. Il y a forcément des trucs qui nous ont échappé. Aujourd'hui, on n'a que des regrets, mais aujourd'hui, nos petits frères, on se doit de leur tenir la main, leur montrer le chemin à suivre, de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Et je pense que le président de la Fédé, il a bien dit, il y en a marre excusez-moi pour le terme, il y en a marre d'aller figurer. Donc il faut aller montrer que le Cameroun, c'est une grande nation de football en Afrique. On va peut-être sortir. Pierre-Laurent Tamon, peut-être un message à l'endroit d'Aurélien Chedjou pour terminer, avant qu'il ne s'en aille. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle carrière. Et j'aimerais quand même lui poser une question, si ça allez-y, allez-y. Parce que il a évoqué 2017 tout à l'heure, les conditions pour lesquelles il n'était pas retenu pour essayer finale au Gabon. J'ai eu un autre son de cloche. Je ne sais pas si tu confirmes ou tu infirmes. Alors, pour la liste des 23, il paraît que Hugo Bross, il hésitait entre Nicolas Nkoulou et toi. Et il a finalement pris Nicolas en donnant une raison qui était la suivante. Nicolas, je peux le mettre sur le banc de touche, mais Aurélien, j'aurais du mal. Tu confirmes ou tu infirmes? Moi, je n'infirme pas, je ne confirme pas, mais la conversation que j'ai eue avec lui dans la chambre à l'hôtel, ce n'était pas celle-là. D'accord. Donc après, c'est des secrets de vestiaire que je ne peux pas dévoiler ici. Mais après, une fois encore, je vais trouver le positif dans ce que vous dites. Si on ne peut pas me mettre au banc de touche, ça veut dire que je suis un joueur qui plutôt doit être sur le terrain et qui, s'il est sur le banc de touche, ne va pas râler, mais va tout faire pour mettre le doute dans la tête du coach. Donc pour moi, c'est passé. Ça me fait souvent un peu mal quand je me réveille de temps en temps. Mais voilà, je suis content pour mon pays. Et il y a pas de, comme je vous disais, je suis toujours en contact avec lui. J'ai pas d'animosité avec lui, même quand il a signé à Austin. Je lui ai souhaité bonne chance. Donc pour moi, c'est du passé. Guy Thomas Ipé. Tout à l'heure, Aurélie a dit qu'il avait 5 sur 10. Oui. Concernant l'équipe nationale. Concernant l'équipe nationale. Et moi, je pense qu'il a beaucoup plus que 5 sur 10. Je ne veux pas faire son... Comment je peux dire ça? Je ne vais pas devenir son relation publique. Mais je crois que c'est... Vous êtes expert en communication, en marketing, donc c'est pas loin de là. Peut-être que j'avais fait un peu, mais je ne sais pas. En fait, ce que je veux dire, en entrant ici, j'avais une idée. Et là, j'ai une idée qui est encore meilleure que celle que j'avais. Parce que je vois un peu, je crois qu'on est tombé sur un professionnel dans le sens le plus profond du terme. On est tombé sur un homme honnête. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a beaucoup de hauteur. Et ça change un peu du Cameroun, ou des Camerounais. Parce que je constate qu'il n'entre pas dans la polémique. Ouais. Il assume ses choix, il assume ses erreurs. Et il ne jette pas la pierre à ceux qui ne croient pas ou qui n'ont pas cru à lui à un certain moment. Et je crois que pour la carrière la carrière à venir, je pense que ces traits de caractère lui augurent une belle carrière. Je lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Janvier Dikam. Écoutez, bonne chance, Aurélien. Que Dieu te bénisse. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Dans le foot, tu as fait l'essentiel. Et tout à l'heure, tu as fait une sorte de résumé qui montre que beaucoup de jeunes aujourd'hui gagneraient à copier pour que le Cameroun gagne davantage. Moi, je crois que davantage, c'est ça. Et beaucoup de chance et beaucoup de réussite pour la suite. Mais, de grâce, nous avons besoin de vous dans des équipes de Ligue 1, Ligue 2, les anciens footballeurs. Du Cameroun. C'est-à-dire, entre vous, là, quand vous causez, dites aux gars qu'ils reviennent au pays. Qu'ils reviennent, ça ne sert à rien de papoter sur les rues parisiennes, aller à gauche, à droite, machin, alors qu'il y a des choses à faire ici. Il y en a qui n'ont pas besoin qu'on leur donne, c'est pas moi. C'est peut-être ça le problème, ils attendent. Oui, il y en a qui n'ont pas besoin qu'on leur donne 1 million de francs pour venir faire quoi que ce soit. Ils peuvent venir, ils expérimentent sur 1 an, 2 ans, et après, ensemble, vous tirez des leçons pour permettre à ce que les choses avancent. Donc, vraiment, soyez ensemble, apportez-nous des solutions. Le football camerounais a besoin de vous. Merci. Merci énormément, Aurélien Chedjou. Voilà, peut-être vous avez un dernier message à l'endroit de vos fans qui vous suivent ce soir. Merci pour tout, merci pour les témoignages. Je me sens vraiment privilégié. Et comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai dessus, je suis vraiment désolé. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même.
Et voilà, venez nous supporter, venez nous soutenir quand on a des événements pour les jeunes. Je compte énormément sur vous. Merci au public d'avoir répondu présent. Et à mes parents, je leur dis merci. À mon épouse, merci pour tout. Et voilà. En tout cas, on va continuer à suivre vos différentes activités et vous revenez sur Spectrum Télévision quand vous voulez. Merci bien et à très bientôt, j'espère. Voilà. On va poursuivre cette émission en parlant cette fois de ce stage des joueurs locaux. Voilà, ce stage qui a donc démarré depuis quelques jours du côté de Yaoundé. 25 joueurs qui sont donc avec Rigobert Bahanak. Donc, il est question peut-être pour eux aussi de montrer aux managers sélectionneurs de l'équipe nationale de quoi ils sont capables. Rigobert en tout cas a dit qu'il en entendait beaucoup, il attend beaucoup de ces joueurs locaux. On va vous proposer de suivre quelques réactions, un des stagiaires et puis Rigobert derrière. C'est toujours un sentiment de joie d'être là. Vous savez déjà, c'est pas facile de se retrouver en sélection et je profite de la même occasion pour dire merci à l'entraîneur sélectionneur de m'avoir fait confiance, de démontrer ce que j'étais capable de faire pour ma nation. Ça nous touche énormément parce que je suppose que c'est une des premières éditions qui se passe dans cette situation. Parce que ça date un peu de longtemps, il n'y a plus ce genre de regroupement. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur un projet qui nous permet tous de pouvoir donner la valeur à nos jeunes petits frères. Parce que en âge, je veux dire, mais sur le plan sportif, encourager la jeunesse camerounaise de pouvoir s'exprimer. Et lorsque j'ai été nommé, je pense que ça a été pour moi je suis allé sur un projet de donner de la valeur au championnat local et donner de l'estime aux footballeurs pour qu'ils puissent s'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, faire un premier stage des joueurs locaux, c'est une très bonne chose. Vous voyez vous-même comment ils sont très contents. Et même pour vous dire même mieux, le stage était hier et l'heure était à 9h. Certains même ils sont arrivés même à 7h. Donc vous comprenez qu'ils étaient vraiment dans le besoin de ça. Et c'est encourageant parce que eux-mêmes ils veulent qu'on leur accorde juste le temps de pouvoir se démontrer. Et compte tenu un peu des priorités que nous avons en ce moment, il y a quand même le match de la Coupe d'Afrique qui arrive. Il y a aussi on a été qualifié déjà, il y a la Coupe du Monde, la préparation de la Coupe du Monde qui sont en place. Et je pense que c'est une opportunité à la jeunesse camerounaise et aux footballeurs de pouvoir démontrer de quoi ils sont capables. On a essayé de faire en sorte qu'on puisse les garder au moins pendant une semaine, parce que le temps il est court. Nous entrons la journée FIFA à partir du 30 et en même temps, nous voulons faire en sorte que ces jeunes puissent partie de l'effectif qui arrive bientôt, parce que les professionnels arrivent déjà à partir du 28, du 29, du 30, les derniers. Ça va nous permettre de pouvoir voir ce que nous aurons à faire. Voilà pour cette réaction de Rigobert Bahanak, le manager sélectionneur de l'équipe nationale du football du Cameroun, dans le cadre de ce stage qui réunit à Yaoundé 25 joueurs locaux. Mathieu Nathanael Ndiok, nous a rejoint en plateau, journaliste. Bonsoir Mathieu, bonsoir, bienvenue. Makeda. Bonsoir Makeda, bonsoir à mes compagnons, bonsoir téléspectateurs.
Merci de vous rejoindre. Merci en tout cas d'être là avec nous. Alors Guy Thomas, une réaction par rapport à ce stage des joueurs locaux à Yaoundé. On a suivi Rigo Berson qui dit il y a la prochaine Coupe d'Afrique qui arrive et il y a des événements importants et ce serait bien par exemple que au sein de cette équipe qui puisse avoir quand même des joueurs qui sortent du lot. Je crois que c'est une bonne nouvelle parce que nous avons eu tendance depuis de nombreuses années à recruter les footballeurs à l'extérieur. Et je crois que ça pourrait dynamiser les championnats, ça pourrait remettre les joueurs locaux en confiance et ça peut créer un esprit qui pourrait peut-être ne pas aider pour la CAN, mais pour des compétitions comme le CHAN par exemple. Ça peut créer des mécanismes. Pour les compétitions, parce que le dernier CHAN, on a vu une équipe camerounaise qui s'est battue, mais qui est assez fragile quand même. Je me souviens du match contre le Maroc, par exemple, où on a été absolument massacrés, si je peux dire ça comme ça. Mais je crois que commencer à permettre aux locaux de jouer ensemble, faire des stages, c'est une bonne chose. Et pourquoi pas retrouver, comme naguère, une équipe nationale, il y a quelques joueurs locaux qui peuvent faire l'affaire. On l'a vu, c'est vrai que ça fait très longtemps, mais dans les années 80, on avait des joueurs locaux qui avaient un très bon niveau. Donc, je crois que ça pourrait aider pour le CHAN et même pour l'équipe nationale. C'est un peu la même lecture, Pierre-Laurent Tamou. Parfaitement, parfaitement. Et c'est ça au moins l'avantage d'avoir un coach national qui connaît les réalités de son pays. En 82, on avait l'une des meilleures équipes, je crois, jamais égalée jusqu'à présent, à mon avis, même si on est sorti au premier tour. Mais on n'avait pas eu de défaite. On avait surtout fait un match nul avec l'Italie qui remportait la compétition au bout du lot. Et c'est oui, tout à fait, exact. Et son arrivée en quart de finale en 2010, il y avait encore certains rescapés de 82 dans cette compétition. Donc, et au passage, la première CAN remportée en Côte d'Ivoire, etc. Mais ce qui est surtout bien, c'est que Rigo Berson, à la Coupe du Monde 98 en France, où il y était, il y avait surtout un joueur local, Dianka Beyaka, qui a marqué l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde France 98, alors qu'il sortait tout droit du Cameroun et qui n'était pas professionnel comme les autres. Et je pense qu'avec ces regroupements, nous espérons qu'on pourra aussi avoir un joueur de cette envergure qui va venir mettre un peu de la folie, mettre un peu de l'animation dans ce que nous avons et peut-être pourquoi pas créer l'étincelle qui peut nous permettre d'aller un peu plus loin. Donc c'est franchement une bonne initiative à encourager et je suis persuadé qu'il y aura au moins un élément qui sortira de ce stage. Aussi optimiste par rapport à ce stage, Mathieu? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? C'est vrai que c'est une belle initiative, ça permet de booster le moral, ça permet de créer une émulation au sein des joueurs du football national. Mais dans la perspective d'avoir un joueur ici en Coupe du Monde, ce ne serait pas évident quand on regarde la qualité de notre championnat et dans les conditions dans lesquelles ça se déroule. Et que rien ne nous garantit que d'ici décembre, au moment où la Coupe du Monde va se jouer, notre championnat aura repris avec les crises qu'on connaît et les faits divers qui l'émaillent. Et donc, ça n'augure pas des perspectives meilleures pour ces jeunes qui, certainement, vont décupler d'énergie et de talent pour essayer de trouver une place dans cet effectif. Bon, maintenant, si on reste dans le système Covid, où on part dans une compétition à 30, il n'est pas exclu qu'il y ait de la place pour 5 amateurs, mais si on reste dans la configuration de 23 joueurs, il sera très difficile au regard du potentiel que nous avons au niveau de l'Occident d'avoir des joueurs. Mais je pense que c'est une bonne initiative. Comme l'a dit un panéliste sur le plateau, si ça ne permet pas à ces jeunes d'intégrer l'équipe nationale pour la Coupe du Monde, ça peut permettre, après la Coupe du Monde, de pouvoir intégrer, donner la chance à quelques-uns.
et pas toujours ceux qu'on a sélectionnés, mais de nouveaux talents qui arrivent, qui vont croire qu'il y a donc aujourd'hui une chance d'intégrer cette équipe nationale. Et puis il y a aussi que l'autre côté, c'est que ça peut nous permettre de constituer une équipe des Lions à prime plus conquérante, plus convaincante, qui pour les échéances futures et pour permettre surtout que n'oubliez pas que Rigobert c'est vrai qu'il est entraîneur de l'équipe nationale espoir après être passé, puisqu'il n'est pas encore démis, il cumule encore en étant manager sélectionneur. Donc sur ce plan-là, oui, mais c'est une bonne chose. Mais mon problème aussi, c'est le timing dans lequel ça se passe. Le regroupement arrive là, alors que le championnat se joue très serré, 2 matchs par semaine. Et donc, il a déstabilisé carrément certaines équipes qui sont en train soit de lutter pour la relégation, soit de lutter pour le titre. Et ça s'est ressenti dans les matchs de ce mardi. Et donc, moi, je pense qu'un stage comme ça, c'est bien, mais il faut véritablement que ce soit synchronisé avec le secrétaire général et de la FECAFOOT et de la Ligue de football professionnel qu'on appelle Conseil transitoire aujourd'hui, qui doivent trouver un calendrier et permettre que ce soit, dans cette période-là, les équipes ne soient pas en train d'évoluer vraiment, ou du moins que ceux qui peuvent évoluer soient les équipes qui n'ont pas été déstabilisées ou dépouillées de quelques-uns de leurs talents. Parce que vous pouvez voir, vous avez vu que quand un maillon peut vous manquer et tout votre dispositif est perturbé. Vous avez vu Marseille. Marseille a perdu Payet et pendant près de 3 matchs, ils n'arrivaient pas à se retrouver. Ils ont failli passer à côté de la qualification pour la Ligue des Champions. Donc c'est un exemple que je donne comme ça pour dire que on va dire oui, on a seulement sélectionné un joueur, on a sélectionné 2 joueurs, mais souvent c'est celui-là qui porte toute l'équipe. Voilà. Jean-Viens Dicam, par rapport à ce stage, problème du timing, c'est bon, mais le timing n'est pas bon. Oui, le timing n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et je dis, il faut que Rigo n'entre pas dans l'amalgame. Parce qu'il faut être clair là-dessus. Rigo, c'est l'équipe nationale de foot. Cela veut dire quoi? Il doit pouvoir prospecter, je suis d'accord, sur le plan national, mais sur le plan international, en Occident, un peu partout, il a toutes les tablettes devant lui. Il a les moyens pour cela. Mais maintenant, regrouper des joueurs locaux et que nous savons pertinemment qu'il ne peut pas prendre 4-5 éléments là-dedans pour venir mettre à la place de qui? À la place des joueurs qui sont hyper compétitifs dans leur club en Occident, je dis non. Maintenant, et Nathalie le dit bien, cela vient perturber un peu ce qui est en train de se faire au niveau du championnat national, avec des joueurs qui ont commencé à sentir un peu de sérénité, avec les petites conditions qui sont autour des uns et des autres. Et je dis, qui entraîne les A'? C'est pas Rigo. Si c'est Rigo qui entraîne les A', oui, je suis d'accord. Mais si c'est pas lui, on voit Rigo dans tous les stades, il vient y voir les matchs. Ouais. C'est son rôle de venir voir les matchs et de piquer un lorsqu'il aura son regroupement. Et de l'intégrer maintenant au milieu de ceux qui sont hyper compétitifs pour que les gars prennent un peu le pouls. Mais ce n'est pas venir regrouper 25 ou je ne sais pas moi combien de joueurs, alors que le championnat est en train de se jouer. Pour quel résultat? Je dis non. Il y a un entraîneur des A' qui doit s'en occuper. Ce n'est pas lui qui va l'entraîner au champ. Si d'aventure nous y sommes, ce n'est pas Rigo qui ira. C'est un autre entraîneur avec une autre philosophie. Donc je dis, bon, vous savez, l'euphorie avec laquelle... Ça fait sourire Pierre-Laurent. L'euphorie avec laquelle Rigobert est arrivé, tous les Camerounais, nous sommes tous contents, que ce soit un entraîneur national, mais il faut qu'il sache faire la part des choses. Rigo, de grâce, vous êtes déjà dans les stades, on vous voit avec le président, vous êtes même là. On vous voit avec tout votre staff, vous êtes là. C'est déjà ça qu'il faut faire comme travail. Maintenant, si vous estimez que vous avez suffisamment de temps pour d'autres choses, prenez l'avion, allez en Occident, allez superviser X, Y, Z et ramenez-nous les éléments clés qui vont permettre que nous ayons une équipe suffisamment compétitive à la Coupe du Monde et suffisamment compétitive pour nous permettre de nous qualifier à la CAN prochaine du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que, M. Rigobert, vous prenez cette équipe
cette équipe était une très, 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 très grande équipe parce que si vous voyez tous les matchs qui sont joués avec le coach que vous avez remplacé, ce n'était pas la catastrophe. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était bâti. Donc à partir de ce moment, il faut être suffisamment posé. Oui, ne venons pas parce que nous voulons à tout prix intégrer les joueurs locaux et nous passons à côté du travail que le nôtre, Rigobert. Moi, je crois que le plus important, c'est qu'il faut se concentrer dans la détection des joueurs. Ouais. Et quand il y a regroupement, que ce soit... Oui, vous pouvez prendre 4-5 joueurs locaux, vous intégrez quand vous avez vos regroupements. D'ici la semaine prochaine, il y a déjà des regroupements qui doivent être faits par rapport à 1 ou 2 matchs. Oui, vous les intégrez. Que de faire que l'État ou bien la fédération se mettent à dépenser. Je les ai bien vus arriver dans cet espace du côté du complexe Mondi, que je connais très bien. Oui. Oui, ils vont arriver, ça va les faire rêver. Ils vont voir devant chaque porte Jacques Songo, je ne sais pas moi, tel, X, Y, Z. Parce que les chambres là-bas sont estampillées ainsi. Les portes, tous ceux qui ont fait la CAN, les différentes portes au niveau du complexe Mondi portent leurs effigies. Oui. Cela va les faire rêver. Mais après, ce n'est pas vous, Rigaud, qui allez les amener au champ. Oui, vous n'allez pas tous les prendre pour l'équipe nationale. Donc, de grâce, il faudrait que ce timing soit bien fait. Ouais. Maintenant, ça pose un problème global. La direction technique nationale du football du Cameroun, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle orientation est-ce qu'elle donne à tout ce qui est en train d'être fait? Est-ce que c'est une direction technique nationale pour le plaisir d'exister ou bien est-ce que c'est une direction technique nationale digne de ce nom, comme ça se fait partout ailleurs? Donc, la problématique, c'est à ce niveau-là. Il ne faudrait pas que Rigaud embrasse trop. Parce qu'à vouloir être trop actif, il va être actif là où on l'attend le moins. Alors qu'il gagnera à prendre son avion et aller s'asseoir du côté de l'Occident. Vous n'êtes pas d'accord? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, Pourquoi? pas du tout. Oui. Oui, parce que si on prend le cas de Rigobert Song lui-même, il voulait la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Il n'a pas fait les éliminatoires. Il y arrive à 17 ans. Il sort du Cameroun. Bien sûr. Et il n'est pas ridicule à la Coupe du Monde. Pourquoi penser qu'aujourd'hui, un joueur du championnat local ne peut pas faire une belle Coupe du Monde? Je ne l'ai pas dit. Maintenant, si tu sembles dire qu'il faut qu'il aille en Europe chercher des... Non, je dis... Effectivement, la tendance, c'est ça. Il faut qu'on c'est de croire que ce n'est qu'en Europe, non, ce n'est que dans le voilà. Je suis désolé. À l'époque, à l'époque, on avait un championnat compétitif qui se jouait sur l'année où les joueurs avaient plus de 30 matchs dans les jambes. Et les saisons s'enchaînaient et les gens avaient les joueurs avaient véritablement 1 ou 2 mois de repos et ils reprenaient. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il n'y a pas de temps. Dans le contexte actuel, même si on a des génies, vous avez dit sur le plateau, quand Chedieu était là, nous avons des joueurs de génie qu'on peut détecter. Même dans le championnat, on a des joueurs de génie, mais ça ne suffit pas d'être un génie. Quand vous finissez d'être un génie, il faut avoir le niveau de la compétition. Il faut être compétitif. Et la compétition se travaille en championnat. Or, vous savez, nous sommes depuis au moins 2 ans, 3 ans, le championnat est déstructuré, où on a 1 an avant de jouer un autre championnat, 1 an et demi pour jouer un autre championnat. Un enfant comme ça qui fait 1 an, même dans le muscle, les entraîneurs vont vous dire que ça pose un problème. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on permet avec les opportunités 5 remplacements. Parce qu'on donne aux équipes la chance d'utiliser le maximum, parce que le Covid est passé par là. Sinon, c'était 3 remplacements. Et on a vu que même en Europe, il y avait beaucoup, au début, sorti du Covid, il y avait beaucoup de blessés. Donc, c'est pour dire que nos enfants, ils ont du talent, mais ils n'ont pas la compétition dans les jambes. On espère résultat, ils n'ont pas de place en équipe nationale. Non. Je vous ai dit que si on joue ce championnat, sortir de ce championnat, on fait 1 mois de repos et on reprend la saison prochaine, on peut avoir un enfant, celui qui était titulaire, qui a du génie, dans un club bien suivi, qui peut aller en Coupe du Monde en fonction du poste où on a besoin. Parce que, comme il le disait, c'est une question de détection. L'entraîneur n'a pas besoin des joueurs dans les 11 postes. C'est clair. Il a des postes où c'est déjà saturé, il y a des postes où il en manque. Et c'est là-bas qu'il cherche des éléments. Vous pouvez être un génie avançant, vous savez, à une époque ici,
Monsieur Tamou, vous le savez, il y a beaucoup d'avant-centres qui n'ont pas joué en équipe nationale, qui étaient les meilleurs. Hein? On a les Kamdem, qu'on ne parle pas trop, les coups qui ont fait. Kamdem qui a été 9 fois meilleur buteur au championnat camerounais, un joueur à Kamak de Kumba, mais qui n'a pas, qui a effleuré l'équipe nationale, mais qui n'a même pas été titulaire. On a des joueurs ici qui étaient des grands avant-centres, mais ils sont arrivés au mauvais moment où il y avait Abega Mangong, il y avait Mila Mangongene au Mambi, c'était saturé. Et ces gars-là, comme au poste de gardien de but, il y avait Thomas Kono et Bell qui ont fait plus de 25 ans là et qui ont tué beaucoup de talents alors qu'il y avait des enfants derrière qui avaient le même niveau qu'eux. Mais ils ne pouvaient pas passer parce qu'il y avait une confiance qu'on a donnée aux autres. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que ceux qui sont là maintenant, sur le plan local, qui peuvent avoir du talent, pour qu'on les fasse confiance par rapport à ceux qui sont à l'Occident et qui sont déjà dans cette équipe nationale, ça pose problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'après la Coupe du Monde, c'est pour ça que j'ai dit qu'après la Coupe du Monde, oui, regardez les matchs du championnat, Monsieur Rigobertson, vous le faites déjà, on vous voit à l'œuvre, oui, vous détectez. Et lorsque vous faites votre regroupement, la vérité, ce que Dikam veut dire, c'est que si on veut être professionnel... Pas d'accord pour l'organisation d'un stage une semaine avec les joueurs locaux. En plein championnat. Pas du sélectionneur national. Oui. Pas du sélectionneur national. Donc le stage peut se faire. Les footballeurs locaux ont leur équipe nationale qui les apprime. Ils ont leur entraîneur. On peut, la DTN et la fédération peuvent organiser un regroupement pour cela et le coach national vient superviser. C'est tout. Il vient superviser ou il est en contact avec eux et on lui dit, pendant le stage, on a eu deux éléments qui se sont distingués. Parce que la DTN doit savoir les besoins de l'entraîneur, du manager sélectionneur des Lions. Il a besoin des joueurs à quel poste? Il n'a pas besoin d'une nouvelle équipe. Il a besoin... On sait qu'aujourd'hui, moi, pour le petit journaliste que je suis, je sais qu'on a des problèmes sur le côté défensif. On a des problèmes axiaux. Alors, c'est-à-dire sur notre échange défensif, on a des besoins. Donc, sur ce plan-là, on dit, on est en train de chercher. Si au Cameroun, on peut trouver un gars, vraiment, il serait même mieux que même pendant le repos, la DTN le prenne et qu'on le charge pour le préparer pour la Coupe du Monde. C'est ça, c'est une question de détection. On ne le lâche pas. Guy Thomas et puis... Oui, allez-y, Pierre-Laurent, oui. Quand j'entends Nathalie parler, la DTN, ce n'est pas l'entraîneur. Je suis désolé parce que dire on le prend, on le charge. Non, la DTN ne charge pas de joueurs. Quand je dis la DTN, c'est qui travaille avec le sélectionneur de la catégorie. Il faut une stratégie. On ne va pas rentrer dans ce schéma, mais la direction technique nationale définit la politique du foot à mettre en place. Pas les acteurs du jeu, c'est le rôle de l'entraîneur. On passe là-dessus. Je donnerai juste un autre exemple pour sortir du sujet parce que c'est toujours passionnant le football camerounais. Côte d'Ivoire est l'un des entraîneurs ayant marqué l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. Regardez son arrivée en 85 au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il y avait le sucre, il y avait le championnat. Est-ce qu'on marchait partout? Est-ce qu'on a encore le sucre? Est-ce que le sucre est au même niveau? Laissez-le terminer. Janvier Dikam, Mathieu Nathalie Ndjok. Laissez Pierre-Laurent terminer. Allez-y. Quand il arrive, il fait une sélection des joueurs qui peuvent aller à la CAN. C'était pour l'Égypte 2006, je crois. 86, autant pour moi, autant oui, 86. Et décide de faire le tour des provinces, parce qu'à l'époque c'était des provinces, c'était pas des régions. Et il jouait avec une sélection provinciale. L'idée pour lui était de voir s'il y avait des jeunes ou des locaux qui pouvaient intégrer son équipe. Et on en est sorti avec Oumarou de Koïkop de Marois, qui était au Caire et qui n'était pas médiocre. Donc moi je pense on connaît là où vous voulez nous conduire. À l'époque, là, l'équipe nationale avait combien de joueurs locaux? Laissez qu'il nous conduise. L'équipe nationale avait combien de joueurs locaux? Laissez, attendez un tout petit peu. Le statut était local. Le statut était local. Voilà, laissez-le poursuivre. Le statut était local. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Rigobertson, moi je ne suis pas dans ces petits papiers, il a forcément quelque chose qu'il recherche et il se dit, si je fais un regroupement maintenant, peut-être j'aurai ce dont j'ai besoin que je pourrais expérimenter pendant la période de FIFA qui commence le 30 mai. Et comprenons aussi sa philosophie avant de la combattre. C'est tout ce que je voulais dire. On ne combat pas, on essaie d'analyser, de comprendre. D'accord, pour sortir de ce sujet, Guy Thomas. Je vais paraphraser Aurélien Chedou.
Le drame de notre pays, c'est qu'on a 30 millions d'entraîneurs. Rigobert Song, et nous sommes tous entraîneurs, malheureusement. Rigobert Song a pris ses fonctions il y a quelque temps. Il a son mode opératoire. Donnons-lui le temps de se tromper et on va juger ses méthodes. Tout à fait. Mon frère dit qu'il va janvier. Dit qu'on peut détecter dans les stades et dans les provinces. Pourquoi pas? Est-ce que c'est plus onéreux? Est-ce qu'on a le temps? Peut-être que... c'est censé le travail qu'il fait. Est-ce que matériellement, on a le temps de faire le tour des stades ou de faire un regroupement? J'en sais rien. Je ne peux pas juger des choses que je ne maîtrise pas. Alors, moi, je crois que pour... Comment je peux dire? Pour prendre Mathieu qui disait tout à l'heure qu'on n'a pas de championnat. J'ai cru comprendre qu'on est en train de remettre le championnat en marche. Et il faut donner au football camerounais une dynamique. Bien sûr. Même pour des raisons de communication et de Je marque. dis que ça va stimuler. Et même moi de me tromper. On peut donner, comment je peux dire ça? On est en train de vouloir donner une nouvelle dynamique au football camerounais. Et je crois que le drame du football camerounais, c'est qu'on a plus de problèmes au niveau des faits divers, des problèmes administratifs, que des problèmes sur le terrain. Moi, je crois que ce type d'initiative peut permettre de booster et de créer une actualité qui est purement footballistique. Et c'est de ça qu'on a besoin au Cameroun. Parce qu'en fait, pour que le football camerounais démarre, peut-être que c'est mon côté marketing qui va un peu parler, il faut qu'on crée des marques. Ouais. Et les marques, c'est déjà la Fédération camerounaise de football qui va être une marque. Et les équipes doivent être des marques. Bien sûr. Et les joueurs également qui sont, comment je veux dire ça, la matière première, doivent également, c'est-à-dire le produit, doivent être des marques. Et c'est peut-être dans ce genre d'actualité de regroupement qu'on peut trouver des choses. Maintenant, on peut trouver une pépite. Parce qu'il y a des Claude Leroy avec sa méthode, il faisait le tour des stades. Peut-être que en prenant ces gars, tous ces gars, il va peut-être détecter ce qu'il veut. Et il peut créer une colonne vertébrale de sa nouvelle équipe nationale. C'est clair. Avec maintenant, comment je peux dire, certains ont eu la chance d'être professionnels. Ils ont, comment je peux dire, la compétition dans les jambes. Mais est-ce qu'ils ont plus de talent que les locaux? C'est un autre débat. Tout à fait. Voilà, un autre débat. On va poursuivre le débat, en tout cas, sur le foot dans un court instant. Le temps pour nous, avec Adonis Yamena, la réalisation ce soir, d'observer une autre page de pub. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies. Retour sur le plateau, c'est un peu chaud. Voilà. Alors, on va cette fois évoquer l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de football, le Conseil transitoire de football professionnel. Pourquoi est-ce que justement le foot professionnel au Cameroun continue d'avoir autant de difficultés? On sait, à regarder un peu la dernière actu, Mathieu, on a vu ce problème-là entre le CTFP, la FECAFOOT, c'est parti du secrétariat général. Le conseil a décidé de changer de SG. La fédération n'a pas du tout apprécié cette démarche en estimant que c'est elle la tutelle. Les membres ont été donc nommés. Ils ne peuvent pas être bougés n'importe comment. Et dans la foulée, on a vu deux programmations. De matchs de deux secrétaires généraux différents. Et lundi, il y a eu une réunion au siège de la Fédération camerounaise de football. Il y a eu des résolutions. Et le président du conseil transitoire de foot professionnel, le général Pierre Semengue, est sorti pour dire qu'il ne se reconnaissait pas dans ces résolutions-là et que de toute façon, il n'avait mandaté personne pour diriger cette réunion. Comment est-ce que vous analysez justement ces derniers développements au niveau du foot professionnel? Mon analyse est que, première des choses,
le comité transitoire, le conseil transitoire est né sur des bases fausses, dit légalité, dit légitimité, et donc il fallait s'attendre qu'au finish, on va finir par arriver à une crise. C'est comme si on refusait de panser un plaid et on décidait de mettre le sparadrap. Il y a une décision de justice qui réhabilite la Ligue, la LFC, la Ligue de football professionnel du Cameroun, et que pendant sa campagne, Eto'o allait rencontrer le président Semengue pour lui dire qu'il est candidat, qu'il compte sur son soutien. Et le président Semengue lui a dit « Comment tu entends gérer la Ligue professionnelle ?» Il a dit « Pour moi, il y a une décision, je réhabilite la Ligue. » Sorti de sa victoire, il allait rencontrer le président Semengue pour lui dire c'est plutôt un conseil transitoire. Le président Semengue a accepté d'y aller. Et aujourd'hui, de tout ce qui se sont dit, le conseil transitoire devait fonctionner comme un organe autonome, avec un budget, avec tout, et ce n'est pas le cas. Donc, jusqu'au présent, dans la dynamique et la volonté de Samuel Eto'o de booster les choses, parce que selon son diagnostic, il y avait beaucoup de pans de résistance, avec le temps qui était court, parce qu'on a eu et les élections et la CAN qui nous ont bouffé du temps. Ouais. Eto'o a voulu chambarder, tout chambarder, c'est-à-dire que, et c'est là le problème, il a commencé à piétiner lui-même les tests. Lui qui est venu dans tout son processus électoral en parlant d'être un homme légaliste, à critiquer les tests qu'on ne respectait pas, les décisions qu'on ne respectait pas. Si on lit ses lettres, il a envoyé à la FIFA, à la CAF et au ministère. Donc on ne comprenne pas que même s'il y avait cette volonté de booster le football, d'aller plus vite, parce qu'il se projette sur la prochaine saison, oui. Cela n'empêche pas un manager de sa trempe, président de la fédération, on met un planning, on met les directives et on demande aux structures d'accompagnement de les appliquer à la lettre, c'est-à-dire un calendrier, un chronogramme. Ce n'a pas été le cas et donc voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Le problème du football aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte, on n'applique pas les tests, on piétine les tests à tous les niveaux. Et donc, tant qu'on va continuer à piétiner les tests, pour une quelconque raison que ce soit, on va arriver à cette crise-là. Et le football va en partir. Parce que là où on est parti, on est parti, je vous le promets, pour un arrêt du championnat dans les jours qui arrivent. Et c'est pourquoi je pense... Vous ne lisez pas dans la boule de cristal? Non, je suis journaliste et j'ai fait des enquêtes. J'ai interrogé les présidents de club, j'ai interrogé les deux camps et je sais ce qui se prépare. Quand vous voyez ce qui s'est passé n'est pas normal, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on connaît les tests, comment on doit convoquer une réunion du conseil transitoire. Moi, j'appelle ça de son exécutif. Et les règles n'ont pas été respectées. M. Semengue n'est pas malade, il n'est pas hors de Yaoundé, il est là. Comment pour convoquer une réunion sans l'en informer, et ce n'est que lui qui peut la convoquer. Le conseil transitoire a un siège, ils ont une salle de réunion. Pourquoi ce n'est pas là-bas qu'ils ont tenu leur réunion? Ils sont partis. Ça ressemble à un coup d'État qu'on voulait faire. Ça ressemble. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, Semengue le prend comme ça. Et ça va continuer à attiser le charbon sur les braises. Et on n'est pas sorti. Moi, j'ai cru que quand cette crise a commencé, tout ce que j'espérais, c'était que Eto'o fasse comme il a fait au départ, d'aller voir Semengue, qui est son père, si Eto'o est une icône du football mondial, Semengue est une icône dans ce pays. C'est un patrimoine de ce pays. Et c'est une icône de l'armée camerounaise, et même au-delà. Et donc, ces deux icônes, deux légendes qui ne doivent pas se froisser. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeune et le fils est devenu le patron de l'autre, parce qu'il est président de la fédération, et l'autre est président d'une entité de la fédération. Mais si tu allais le chercher, il faut avoir la même démarche d'aller vers ton père, causer avec lui et régler les problèmes. Je crois que cette crise-ci, et comme Semengue le dit, si Eto'o venait le rencontrer, était envoyé 3 émissaires le rencontrer. Il les a repoussés pour dire, allez dire à mon fils que je veux qu'il vienne, on s'asseye. Eto'o était au pays pendant plus d'une semaine. Je ne comprends pas pourquoi Eto'o n'a pas eu 1 minute
pour aller chez Comme Semengue. président de fédération, Et il a comme un président de calendrier assez chargé. Non, Monsieur non, non, Mathieu laissez Nathanaël ça. Diok. Il est quand même allé au stade voir les le matchs. championnat n'est pas urgent. Hein? Donc, oui, parce que vous voulez que le championnat s'arrête, donc ce n'est pas urgent. Ça peut s'arrêter si Semengue entre véritablement dans la crise, ça va s'arrêter. Il ne faut pas. Il est encore en train de donner une chance à une conciliation. Et moi, je prie à une conciliation parce que, comme Ndikam l'a dit ici, le championnat est allé sur une bonne dynamique. Surtout dans sa phase aller. Et la phase retour, on continue dans cette dynamique. Et il ne faudrait pas que les présidents de clubs qui auront des problèmes financiers dans quelques jours, parce que le petit pécule qu'on leur a donné ne va pas tenir plus de 5 journées. Après ça, ceux qui sont mal classés, qui se sentent déjà relégables, seront contents de voir cette crise et vont tomber là-dedans. Et il y aura des pros Semengue, des pros Sekafoot. Et puis le championnat va s'arrêter. Il faut le savoir, parce que ces présidents ont déjà des récriminations. Ils avaient déjà des récriminations. Donc, moi, je veux clôturer pour dire, je pense que je fais mien le message d'Obama, il était président des États-Unis. On a besoin des institutions fortes, pas des hommes forts à la tête des institutions. C'est pourquoi je pense qu'il faut toujours privilégier les institutions, pas les hommes. Bien, Laurent Tamo, je vous ai vu sourire lors de l'analyse de Mathieu. Oui, tout à fait. Non, je ne vais pas rentrer dans le débat des personnes. Vous n'êtes pas d'accord quand il parle de coup d'État? Non, je ne rentre pas dans le débat des personnes. Je vais rentrer davantage dans ce qui est attendu de l'organisation d'un championnat professionnel. N'oublions pas que la pratique du sport, c'est un droit reconnu à tous. Ça fait partie des droits universels de l'homme. On a le droit à la pratique du sport. Et que dans un pays, cette pratique du sport est garantie par l'État. Et l'État laisse la gestion au ministère des Sports, qui donne un agrément à la fédération camerounaise de football pour l'organisation justement de ce foot. Et que la fédération camerounaise de football, à son tour, fait ce qu'on appelle une subdélégation. Avant le comité transitoire, la subdélégation était à la Ligue de football professionnel. Ligue ne veut pas dire ton légat de la fédération. Ligue veut dire la fille de la fédération. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, la Ligue de foot qu'on avait créée à l'époque et qui est devenue aujourd'hui comité transitoire, aurait pu être un département au sein de la Fédération camerounaise de football et que ça ne choquerait personne. Et mon problème là-dessus, c'est qu'au lieu de nous empresser à créer la Ligue comme on avait fait, on aurait dû prendre le temps d'avoir un département au sein de la Fédé, avec un chef de département. Donc un chef de département ne peut jamais dire qui est le gars du président de la fédération, pour réfléchir au modèle du football professionnel. Maintenant, ça n'a pas été fait. On allait directement à la Ligue. Et la Ligue avait l'autonomie de gestion, comme je disais tout à l'heure, avec des budgets, avec des bureaux, avec tout ce qui s'ensuit, n'a pas toujours a toujours cru qu'il avait tous les pouvoirs. Non. Et je suis formel là-dessus. La Ligue n'est pas au-dessus d'une fédé. Pas du tout. Voilà. Même pas. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, nous désole, parce qu'en réalité, le perdant, c'est le football. Ce ne sont pas ceux qui sont au devant de la scène dans les échanges des communiqués sur les réseaux sociaux et consorts. Mais c'est plutôt notre football qui ne se voue pas. Et c'est ça qui me chagrine. Et on va aller davantage, justement, comme il dit, vers des crises qui vont faire que la petite étincelle qu'on a vu rejaillir il y a 2 mois, avec le démarrage du championnat, après 2 années de disette, risque de s'estomper encore. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est vraiment ça qui m'embête là-dessus. Même lecture, Guy Thomas, par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce qu'on devrait faire, justement? Je vais essayer de résumer ça en quelques mots. Je remercie Mathieu Nathanaël de m'avoir
D'abord, enrichi ma pensée, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Je crois que, et Pierre Laurent également, je crois que le problème de notre pays, et bien entendu, le football en est une victime, c'est que on signe des papiers dans des bureaux et puis on met des choses en place. Quand j'étais plus jeune, on était dans au Cameroun, c'était le football amateur. Je ne sais pas d'où on est, à quel moment on est devenu professionnel dans un football qui n'est pas professionnel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On appelle ça football professionnel, mais je ne sais pas depuis quand et comment. Mais bon, disons ça comme ça. Donc, et dans notre football professionnel à la sauce camerounaise, on a des structures comme la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel ou le comité transitoire. Parce qu'on change même des noms au gré de nos humeurs. Maintenant, je me pose une question. Est-ce que les textes sont bien définis qui fait quoi et qui ne fait pas quoi? Qui organise quoi, jusqu'où les prérogatives des gens commencent et où ça s'arrête? Maintenant, pour rejoindre Mathieu, et je lui dis merci, le football camerounais est victime d'une guerre d'ego. Il le disait tout à l'heure, on est une icône planétaire, footballeur de haut niveau, et puis on est un général, premier général camerounais, avec ce que ça comporte, et qui est-ce qui va se laisser bouffer par l'autre? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a un deuxième truc. Lorsque Samuel Eto'o a gagné les élections, comme tous les Camerounais, moi j'ai vu une lueur d'espoir. Mais j'ai dit aux gens, faisons attention, ne le critiquons pas, ne lui donnons pas non plus de chèque en blanc, laissons-le travailler. J'ai entendu qu'il va révolutionner le football, il va faire ci. D'autres disaient qu'il ne peut pas parce qu'il est incompétent. Je dis non, moi je ne prends aucune position. C'est un professionnel désormais du management, puisqu'il est président de la fédération. Son pedigree ne m'intéresse pas. Parce qu'on a vu des... Est-ce qu'il a des compétences managériales? Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je crois qu'un bon manager, c'est s'entourer de compétences et avoir la capacité d'écoute. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir écouter ses collaborateurs et savoir prendre les bonnes décisions. Maintenant, les Camerounais ont piégé un peu Samuel Eto'o. Je trouve ça dommage. Parce qu'on a créé une hyper-présidence. On a créé une hyper-présidence parce qu'on a dit qu'il y a un monsieur qui va régler tous les problèmes. Et dès qu'on dit qu'on va régler tous les problèmes, est-ce qu'on aura l'humilité nécessaire pour écouter? Et l'une des qualités importantes d'un manager, c'est cette capacité d'écoute. Aujourd'hui, par exemple, moi, ce qui me gêne en football, et Pierre Laurent le disait tout à l'heure, c'est que nous sommes piégés, et c'est les footballeurs qui vont en pâtir. Parce qu'on est dans... Et puis un truc, on est dans des guerres d'ego, de communiquer. Et moi, ce qui me gêne avec la gestion d'Africa Foot aujourd'hui, et j'espère qu'ils vont se ressaisir, parce que moi, je ne parle pas de tout, je parle de l'équipe. C'est une gestion, on nous passe à communiquer. Il ne règle pas des problèmes, c'est sur les réseaux sociaux tout de suite, et sur les médias. Il faut informer le public. Non, mais moi... Le droit à l'information, c'est aussi un droit inhérent je suis d'accord, mais une bonne organisation doit contrôler l'information. L'information ne se gère pas n'importe comment, parce qu'après, les conséquences de l'information peuvent être complexes. L'organisation doit gérer sa communication. Si chaque fois qu'il y a une souris dans le bureau du DG ou du comptable, c'est dans la rue, comment les populations, comment je peux dire ça? Comment le public va gérer cette communication? On doit la contrôler. Potentiels partenaires. Exact. Parce qu'une fois que c'est dehors, une fois que l'information est dehors et qu'elle est mal gérée, elle est dangereuse. Moi, je sais par exemple que les gens qui font relations publiques, qu'un expert en relations publiques ne devrait pas mentir, c'est même interdit. Mais il doit donner l'information quand elle est avantageuse pour son organisation. Aujourd'hui, les informations sont... Moi, je ne suis pas comme Mathieu ou Janvier qui sont au fait du sport, qui sont journalistes. Mais je suis sûr qu'on a des informations maintenant au même moment. C'est-à-dire avant qu'elles soient analysées, dès que je me lève le matin, je vois un truc, je dis, mais ça sort d'où? Et après, ça s'avère être une réalité. Et je crois que c'est dangereux pour le management. Ouais, un fake. Exact. Et ça met même le manager sous pression. Donc je crois que cette communication devrait être quand même un peu plus contrôlée. Donc vous avez un problème au niveau de la communication, on a compris. Alors Janvier Ndjikam, avec tout ce qui se passe, est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige, on va dire quoi, vers la radicalisation des acteurs, comme semblait un peu le souligner Mathieu il y a un instant? Mon souhait est que le football se joue. Parce que
Avant Samuel Eto'o, il y a eu des présidents. Il y a eu des eaux-forêts, mais nous sommes de ceux qui disions qu'au-delà de tout, oui, les textes de ceci sont montés, la Ligue a fait ceci, vraiment que les enfants jouent au football. C'est clair. Oui, Là, c'est ça là, d'abord. on est d'accord. Oui, non, c'est ça d'abord qui est important. Là, on est d'accord. Maintenant, le X, c'est quoi? Le X, c'est que Samuel Eto'o est arrivé comme le Zorro. Oui, c'est le Zorro. Il a les bras très longs. Il peut, oui. Le problème, c'est Mengue. Le problème du général. Le problème de la Ligue était presque géré. Oui, par l'ancienne équipe. Vous arrivez, prenez au niveau où ça se trouve, essayez de voir comment manager, parce que l'équipe partante avait ramené déjà le football, le championnat au niveau de la fédération. La Ligue était pratiquement déjà à côté. Oui, prenons ça à ce niveau. Faisons d'abord avancer, que les enfants jouent d'abord à ce niveau, et après, maintenant, on envisage pour voir si... Donc, d'après vous, Samuel Eto'o n'aurait pas dû aller vers... Oui, mais comme... à bien y regarder, il fallait montrer que les autres qui étaient là vraiment s'envolaient pas la peine. C'était des voleurs, c'était des ceci. Encore que lui-même aussi, pendant sa campagne, il a dit qu'il était là pour rassembler la famille du foot. Je pense que c'est dans cette lancée-là. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais des choses ont été dites. Nous avons tout suivi, nous avons lu dans les réseaux sociaux, nous avons écouté, nous avons... Quand je le dis en connaissance de cause. Ce n'est pas les uns les autres qui viendraient peut-être me démentir ici. Oui, des choses ont été dites. Et cette envie de vouloir annihiler ce que les autres ont eu à faire, c'est ça qui est en train de nous créer des problèmes. Or, avec Samuel, on a tous les atouts nécessaires pour pouvoir aller très loin. Pour pouvoir aller très loin, les atouts sont là. Ces présidents de club que vous voyez là, tout ce qu'ils vous déclarent là, à la télévision, à ceci, c'est pas ce qu'ils pensent pour la plupart. Parce qu'on échange, ils vous disent des choses claires. Et il faudrait que les présidents de club comprennent une chose. Monsieur, quand vous créez votre club, c'est un peu comme dans le domaine de la presse. Quelqu'un crée son entreprise de presse, il attend que c'est l'État qui lui donne les moyens pour pouvoir fonctionner. Je dis non. Vous ne pouvez pas asseoir une entreprise sportive. Il ne faut pas vous y aventurer. Oui, monsieur, il ne faut pas vous y aventurer. Vous y allez, après, ça devient une affaire de chantage. Et on attend, s'il n'y a pas l'argent, on ne fait pas ceci. Je dis non. Monsieur, une saison doit commencer. Vous faites votre budget, vous cherchez les moyens pour pouvoir permettre que ça avance. S'il y a des subventions qui sont annoncées, oui, c'est une bonne chose. Mais vous ne devez pas vous accrocher sur les subventions pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vivre. Tout à fait. Parce que le danger, c'est à ce niveau. Tout à fait. Et le conseil que, nous autres, de façon humble, on peut donner à la fédération aujourd'hui, c'est que faisons comme ça se fait ailleurs. C'est-à-dire que quoi? Si on a dit qu'en Ligue 1, le budget pour fonctionner sur un an, c'est 100 millions. Si un club ne peut pas rassembler ces 100 millions de francs en début, reléguer cette équipe en Ligue 2, au niveau où les moyens sont... Oui, si on n'est pas sévère comme ça ne va jamais aller. On a vu le tonnerre en train d'aller au fond, mais on a trouvé une loi, je ne sais pas quoi, pour ramener le tonnerre, ou bien le canon, ou le ceci. Si nous restons dans ce sentimentalisme, on ne va jamais sortir de l'auberge. On ne va jamais sortir. Samuel, restons rigoureux, Monsieur le Président. Restons rigoureux. Respectons ce qui avait été fait. Pas une rigueur à deux poids deux mesures ou à telle chercheuse. Bon, pas une rigueur qui fait dans du samori. C'est-à-dire que ce que les autres ont fait, ça ne servait à rien. C'est nous. La preuve aujourd'hui, c'est quoi? Le secrétaire général, M. Banlock, qui est parti, qui avait été vomi par l'équipe partante. Et dès que l'équipe à Samuel est arrivée, on l'a réhabilité. C'était là devant lui le meilleur de ceci, de cela. Nous, on ne suit plus aujourd'hui qu'il y a un clash entre le secrétaire général et l'équipe actuelle. Pour dire que faisons très attention, ce n'est pas de ça qu'il est question. Pour un peu parler comme Rigobertson. Donc, je crois que fondamentalement, chers entraîneurs des clubs, laissez les enfants jouer au foot. Battez-vous. Faites toutes vos batailles là, mais laissez les enfants jouer. Les enfants veulent jouer. Les présidents et les entraîneurs. Non, je vais parler des présidents des clubs. Oui, je vais parler des présidents des clubs. Laissez les enfants jouer au football. Ne venez pas faire des chantages de je ne sais pas quoi. Si on ne peut pas tenir une équipe, déposer le bilan. Oui,
On veut voir un championnat avec 10 clubs qui sont des clubs qui ont les moyens. Et les Camerounais, il y a des moyens. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Samuel Eto'o, il y a pas mal d'annonceurs qui s'annoncent, qui sont là. L'État a donné des infrastructures. Quand vous allez au stade annexe d'Olembe, vous êtes fiers de regarder un match de foot. Hein? Quand vous allez, vous parlez de Bamoussadi ici à Douala, les gens sont fiers, les gens sont à l'aise, les gens ils vont en famille. Les infrastructures sont là. Les annonceurs sont là, sont prêts à monter d'un cran. Mais si vous venez toujours avec des faux problèmes, ceci, cela, ça veut dire que vous n'avez pas de moyens, vous n'êtes pas au niveau de pouvoir entretenir un club. Ça ne sert à rien que votre club existe. Alors, peut-être pour les quelques minutes qui nous restent, Guy Thomas, comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir permettre à ce que le foot professionnel, vous l'avez dit à la sauce camerounaise tout à l'heure, puisse véritablement décoller une fois pour toutes? Mais premièrement, il faut qu'il soit professionnel. Ah oui. Il faut qu'il devienne professionnel. Et Janvier l'a dit, Mathieu également. Il faut qu'il soit professionnel, mais avec la rigueur du professionnalisme. Oui. Comme disait Janvier, il faut un minimum pour un club de Ligue 1. Pour un club de Ligue 1. Ligue 2, ainsi de suite. Et de Ligue 2, etc. Si on n'est pas capable, ben, on va en être capable. Mais maintenant, il appartient peut-être aux structures de la FECAFOOT, peut-être du ministère, même d'État, à mon avis, d'accompagner ces équipes-là. Parce que le football, s'il est bien organisé, génère de l'argent. Oui, bien sûr. Mais comment on va générer de l'argent? C'est avec... c'est rendre le sport populaire. Au Cameroun, il est populaire, mais les gens ne vont pas dans les stades. Pourquoi? Pourquoi les gens ne sont pas prêts d'aller au stade à mettre de l'argent? Il faut donc trouver le moyen, les mécanismes peut-être de marketing pour pousser les gens vers les stades. Il faut intéresser les médias. Parce que l'audimat, plus on a un audimat, plus on peut avoir des annonceurs. Il faut pouvoir sponsoriser les équipes. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, elle est peut-être un peu dictatoriale. On a des entreprises étrangères au Cameroun qu'on pourrait peut-être plus pousser à aider le football. Parce que moi, je vois par exemple une équipe comme, on va dire Dynamo, qui est une équipe mythique, mais qui a certainement des problèmes financiers, comme Union de Douala, etc. Nous, quand nous étions jeunes, je pense que Union était très accompagnée par Camship. Je crois que c'est le président Gassapi qui le permettait. Maintenant, on peut pousser les entreprises à aider les équipes. À hauteur de combien, comment je peux dire ça? Peut-être que Pierre Laurent le dira mieux, parce que c'est lui qui maîtrise, qui manipule bien les chiffres et les textes, hein, et la fiscalité, etc. On peut trouver des mécanismes financiers ou même des stratégies fiscales qui permettent, qui allègent la fiscalité à certains entreprises. Ça a été le cas, mais jusque-là, ça ne bouge pas à ce niveau, Pierre Laurent. C'est pour ça que je dis peut-être. Mais on devrait pousser, on pourrait aider les équipes d'une certaine manière, je ne sais pas. En tout cas, sur le sujet, je pense que malheureusement, rien n'est encore fait. Je veux dire que les préalables du professionnalisme ne sont pas encore. Il faut tout reprendre. Naturellement, et ça, le général n'était pas arrivé pour 12 ans. Il n'était pas arrivé pour 12 ou 13 ans. Hein, Nathaniel? Il était arrivé pour 2 ans. 2 ans, ouais. Il y avait un calendrier clair et après ça, le général partait, mais il n'est jamais parti. Oui, mais attends. Il faut se poser la question. Je veux dire que c'était évident qu'il ne pouvait pas partir après 2 ans, puisque son cahier de charge était de mettre en place le football professionnel et d'organiser des élections où il ne sera pas candidat. C'était ça un mandat de 2 ans. Voilà. Mais je dis ceci. Ça, c'était déjà le bout du tunnel. Il y a des préalables qu'il fallait faire. Et ces préalables, c'était à la Fédé. C'est au niveau de la Fédé qu'on définit tout ce qu'ils ont dit tout à l'heure. C'est-à-dire le business model, même le budget de fonctionnement. Et il y a des états de lieu qu'il fallait faire à la Fédé pour connaître en réalité le budget de fonctionnement d'un club. Puis en réalité, un budget de fonctionnement, ça varie de la zone. Un budget de fonctionnement à Douala, ce n'est pas la même chose que chez moi à Banjul. Ou à Garoua. Ça, c'est des préalables et c'était des études à faire à la Fédé. Et je continue à dire que tant qu'on n'aura pas fait l'état des lieux au sein de la Fédération camerounaise de football, on aura du mal à partir. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on a évoqué les ressources financières qui font l'objet du chantage à l'heure actuelle. Oui. La subvention, c'est la 4e rubrique
dans les revenus du football professionnel. La subvention figure dans ce qu'on appelle les divers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une maison avec une aide. Une subvention, c'est une aide. Oui. La première chose, c'est la retransmission audiovisuelle, les droits télé où on est. Après, vous avez le sponsoring en deuxième position. Oui. Après, vous avez la billetterie en troisième position. Et enfin, vous avez les divers où on a la subvention, les transferts de vieux, les gadgets, les produits dérivés. Et chez nous, malheureusement, c'est les deux dernières rubriques des divers qui nous intéressent. Transfert de vieux, on voit tout. Et subvention, objet de chantage. Non, ce n'est pas possible. Il faut réfléchir. Non, ça et surtout qu'aujourd'hui, on a des arguments qu'on n'avait pas avant. On a des stades. Oui. Et on a aujourd'hui, à la tête de la fédération, une icône qui a une valeur économique. C'est clair, ça, c'est clair. Capable de faire venir des sponsors et de signer des contrats. Oui. Mais il est temps que la Fédé prenne véritablement le rôle psychologique et forme déjà les présidents, parce que là, il faut déjà que les présidents soient préparés à la nouvelle tâche du professionnalisme. Ouais. Donc vous voyez qu'on est vraiment loin du compte. Et encore, vous l'avez dit, hein, il faut tout reprendre. On l'a compris. Merci Pierre-Laurent Tamon d'être venu, Mathieu Nathanaël Njok, Guy Thomas Épée et puis Jean-Viens Dika. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci à toute l'équipe technique, Adonis Yamen, Nono Fetuezi, Pierre, Yvonne Amougou, amis sportifs, merci à vous également. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies.